But, prendre le pouvoir. Félix Trottmann. Leur arme, la haine. Trottmann. Les témoignages. Là, penser qu'il y a un complot pouvant impliquer la fille d'Hitler. Le grand spécialiste nazi n'y croit pas. La seule chance, c'est de trouver les originaux. Elle a beaucoup plus d'influence que n'importe qui pourrait l'imaginer. Leur doctrine, le nazisme. Rien au monde ne m'empêchera de devenir la First Lady. Une solution, les arrêter. La conspiration de l'Aigle demain, 23h05. D'accord. Siemens vous présente Capital. On est foutu, on mange trop. Alain Souchon. Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce numéro de rentrée de Capital. Il y a 6 mois, la crise de la vache folle révélait de manière assez dramatique que nous ne savions pas toujours ce que nous mangions. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'installer des caméras un peu partout dans les usines qui fabriquent aujourd'hui notre alimentation. Comment la chaîne agroalimentaire s'est-elle transformée en 20 ans ? Comment a-t-elle été bouleversée par des innovations scientifiques, technologiques, par des impératifs économiques également ? Que cachent les étiquettes des produits que vous achetez tous les jours dans les hypermarchés ou ailleurs? La révolution dans nos assiettes, c'est maintenant dans Capital. Élevé intensivement, découpé à des cadences infernales, vous saurez reconnaître les bons et les moins bons poulets achetés en hypermarché. Conservateurs, colorants, additifs, que cachent toutes les substances utilisées chaque jour dans les usines de la grande chaîne alimentaire? Comment s'y retrouver aujourd'hui dans un rayon de boucherie? Une grande enquête pour savoir comment se fabrique votre beefsteak quotidien. Les produits bio en plein boom, issus de l'agriculture biologique, quelle différence avec les produits classiques? Sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? Salades conservées dans l'azote, légumes génétiques, tomates qui ne pourrissent pas, à quoi ressembleront les produits de l'an 2000? Et d'abord un constat, l'agriculture française a subi une révolution en à peine un demi-siècle. En 1950, 71% de la surface du pays était consacrée à l'agriculture. Il y avait plus de 6 millions d'agriculteurs pour produire une richesse de 87 milliards de francs. Aujourd'hui, on est passé de 71% à 60%, donc moins de surface cultivée, moins d'agriculteurs, 6 fois moins d'agriculteurs, ils étaient plus de 6 millions, ils sont à peine plus d'1 million. Et en même temps, moins d'agriculteurs, moins de surface, 3 fois plus de richesses produites. On produit 309 milliards aujourd'hui, là où il y a 50 ans, on produisait à peine plus de 80 milliards de francs de richesses agricoles. Derrière, la chaîne de l'agroalimentaire, elle aussi, s'est bouleversée de manière incroyable. C'est aujourd'hui le premier secteur industriel de France. 735 milliards, 300 000 employés, premier secteur à l'exportation. Vous allez voir toutes ces usines dans cette émission et on va commencer avec un secteur très caractéristique qui est celui du poulet. Pourquoi un poulet que vous achetez dans un hypermarché peut varier de 15 à 50 francs? Comment reconnaître les bons des moins bons? Enquête de François Ducroux. Les coulisses du poulet moderne, celui que vous mangez tous les jours, les voilà. Des immenses chaînes de travail qui débitent plus de 100 000 animaux par jour, triés automatiquement selon leur poids. La volaille, c'est devenu une industrie lourde et cette mécanisation en a fait un produit bon marché. Ce poulet-là, c'est le poulet standard, premier prix, 15 francs pièce en grande surface. C'est le plus vendu. Un succès qui fait la fortune des grands groupes de l'agroalimentaire. Le numéro 1 de la volaille en Europe et en France, le groupe Doux. 8 milliards de chiffre d'affaires et 13 poulets fabriqués chaque seconde. Tout commence à l'intérieur de cette petite usine de poussins. Alors celle-là est pleine, vous voyez. Dans chacune de ces armoires chauffantes, 10 000 œufs. Ils viennent d'être pondus, ils ont été retirés des poulaillers pour être couvés ici automatiquement. Vous voyez qu'ils ont une forme inclinée. Toutes les heures, le chariot va se basculer dans l'autre sens. Pourquoi? Et on imite la nature, en fait. La poule fait la même chose. Pas toutes les heures forcément, mais régulièrement elle change son œuf de position. Alors vous faites comme la poule dans son poulailler. L'incubation n'a rien inventé, elle imite la nature. Après 18 jours d'incubation industrielle, les œufs vont être contrôlés. Mais pas question de le faire manuellement ou un par un. Là encore, tout est automatique, c'est un robot qui leur fait passer une radio. En 3 secondes, la machine inspecte 150 œufs, détecte ceux qui sont fécondés dans les temps et ceux qui ont un problème. Elle garde les bons et laisse les mauvais de côté. Le poulet n'est pas encore né, mais pour le groupe Doux, il vaut déjà cher. Combien exactement?
J'aimerais pouvoir vous le dire, mais c'est trop difficile parce que ça représente un enjeu financier considérable. Vous souhaitez pas le dire? Non. C'est un secret? C'est un secret, bien sûr. Une différence d'1 centime sur un œuf, compte tenu des millions d'œufs qui sont travaillés, ben, ma foi, c'est une partie de la marge de l'entreprise, quoi. 3 jours plus tard, c'est l'éclosion. Le poussin est né, il vaut presque 1 franc. À partir de maintenant, il n'a plus que 41 jours à vivre et c'est ailleurs qu'il va connaître l'élevage intensif. À une centaine de kilomètres de là, par exemple, du côté de Guingamp, voilà le domaine des Plusquelec, agriculteurs depuis des générations. À l'origine, ils ne faisaient que de la vache, mais voilà, le lait ne rapporte plus assez. Pour maintenir le revenu de l'exploitation, il a fallu se diversifier, quoi. Donc, étant donné que le poulet de chair, c'est vraiment pas un revenu, donc c'est un plus par rapport à la production laitière qu'on avait déjà. Un complément? C'est un complément. Mais attention, rien à voir avec les basses-cours d'antan. Didier Plusquelec a investi 1 million de francs dans son poulailler. Car l'élevage du poulet standard aujourd'hui, c'est de la haute technologie. Des milliers de poulets à perte de vue. En tout, il y en a 26 000 enfermés dans un seul bâtiment sans jamais en sortir. Un véritable tapis vivant de volailles blanches, voilà le capital de Didier Plusquelec. Maintenant, il faut le faire fructifier sans trop dépenser, notamment en nourriture. Ces poulets, il les vendra à l'abattoir au poids. Alors pour gagner de l'argent, la méthode est simple. C'est de faire le maximum de kilos de poulet avec le minimum de kilos d'aliments. Alors actuellement, il faut combien d'aliments pour faire 1 kilo de poulet? 1,8 kg. Il y a 45 ans, il fallait 2 fois plus de nourriture pour faire le même poulet. Mais qu'est-ce qu'il mange exactement pour être engraissé aussi vite? Même pour l'éleveur, la composition exacte n'est pas très claire. Le petit bout jaune qu'on voit là, c'est du blé entier. Et le reste, qu'est-ce que c'est alors? Ben, soja, principalement soja, céréales, parfois quelques produits quelques différents produits autrement, mais principalement c'est du blé et du soja. Manioc. Vous connaissez la composition exacte de ce que vous donnez pour quelle nourriture? Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. Pas très regardant sur la composition de la nourriture. Et tout a été calculé au plus près. L'eau, par exemple, elle est distribuée par un système de pipettes qui donne juste la quantité voulue au poulet afin d'éviter le moindre gaspillage. Et pour être sûr qu'ils vont se développer dans les temps, ils doivent s'alimenter jour et nuit, alors la lumière reste constamment allumée. Lorsqu'il y a la lumière, c'est là qu'ils mangent. Si vous éteignez le bâtiment, ils ne mangent plus, quoi. Mais tout le savoir-faire de l'éleveur repose sur la gestion de la température. Didier Plusquelec a investi dans 5 turbines pour climatiser son bâtiment. Là encore, question de productivité. Vous, quand il fait très chaud, vous n'avez pas envie de travailler, ni vous n'avez pas envie de manger beaucoup. Le poulet, c'est pareil. Quand il fait très chaud, ben, il ne se déplace pas. Il ne veut pas manger. Alors que lorsque la température est abaissée, ben, c'est là qu'il se déplace et c'est là qu'il va se nourrir. Et pourtant, malgré ces petites attentions, chaque jour, il faut ramasser une dizaine de cadavres. En tout, 2 poulets sur 100 n'iront pas au bout de l'élevage. Une mauvaise affaire, car l'abattoir n'achète pas les poulets morts. Et malheureusement pour l'éleveur, ce sont souvent ces animaux qui ont mangé le plus. Ceux qui poussent trop vite, ceux qui mangent trop bien et qui profitent de trop et qui sont trop balèzes, ben, ils tombent cardiaques. Face au poulet standard élevé intensivement en 40 jours, d'autres agriculteurs ont voulu se distinguer et ils le font savoir. On peut faire plus vite, plus grand, plus pratique. Certains ont décidé de faire mieux. Label rouge. Le fameux label rouge. C'est le ministère de l'Agriculture qui accorde le label, mais attention, pas à n'importe quel poulet. Avant tout, il doit pouvoir sortir de son poulailler pour se promener dans une cour d'au moins 1 hectare. Bref, l'élevage, comme ici celui de Monsieur Robert, doit se rapprocher le plus du poulailler artisanal. Alors, s'il fallait faire une petite remarque à M. Robert, c'est peut-être la hauteur de la ligne de pipette. Mais enfin, là, lui, c'est le contrôleur. Il vérifie que les normes imposées par le label sont respectées. Première différence avec le poulet standard, le bâtiment doit être ouvert. Les trappes fermées, c'est une faute grave. S'il y avait un abattage avant les 80 jours, là, c'est une faute grave, quoi.
81 jours de croissance, c'est 2 fois plus que le poulet standard. Et enfin, dernière différence, la nourriture. Minimum 75% de céréales, plus quelques compléments. Là, il n'y a pas de farine animale, il n'y a rien de tout ça? Non, pas de farine animale. Ce sont que des protéines d'origine végétale. Et voilà, le contrôle s'est bien passé. Il y en a un tous les 80 jours pour chaque lot de poulet. Mais un contrôle plutôt bon enfant. Le contrôleur n'a même pas prélevé d'échantillons de nourriture pour vérifier que sa composition corresponde aux normes. On n'a pas fait de prise d'échantillons d'aliments, on ne le fait pas systématiquement. Mais j'ai dans la voiture donc les sachets qu'il faut pour faire un prélèvement. Pas de contrôle systématique de la nourriture, cela peut paraître surprenant, car c'est un élément essentiel du label. La preuve, regardez la publicité. La nourriture, c'est ce qu'elle met en avant. Liberté et nourri aux céréales à volonté. Vérifiez que sa qualité est... Pour être sûr que la qualité du poulet label reste au même point, il est régulièrement testé. C'est le bon goût assuré. Ici, 12 consommateurs dégustent à l'aveugle 100 poulets par mois chez Qualité France, un cabinet de contrôle indépendant. C'est la loi qui l'exige. Pour conserver le label, les poulets doivent avoir meilleur goût que le standard. L'objectif, c'est de continuer à démontrer, d'une part, qu'il y a de la qualité, d'autre part, que la qualité est constante et qu'elle continue à se différencier d'un standard. Sinon, alors, ça serait plus la peine d'élever des poulets pendant 80 ou 91 jours ou 84 pour ne pas avoir de différence gustative. Alors on compare. Dans ce tourne-broche, des poulets label ont été mélangés avec des poulets standards, le tout anonymement, sans étiquette. Bien donc vos impressions. Le 211. Le 211, c'était un standard. Il a une bonne odeur. Il est fade. Bonne consistance. Il a du goût, mais un peu juteux. Il est plus que blanc, beaucoup trop juteux. Moi, je trouvais qu'il était très fade. Le 946. Le 946, c'était un label. Pour moi, c'est le meilleur aussi. Ouais. Les rouges est excellent également. Bonne tenue. Oui. Très bien. Le 656. Encore un label. 159, non? Les blancs, des blancs très filandreux. Oui. Très mouillés. Et très fades. Et le dernier, 054. Et enfin, un dernier label. Il était très bon, très équilibré. Sur les 12 consommateurs sondés, 10 ont préféré le label. En France, une vingtaine de coopératives produisent du poulet de ce type, commercialisé sous une centaine de marques différentes. Retour chez Didier Plusquelec. Lui, ce n'est pas tant le goût qui l'intéresse, mais la productivité et le poids de ses poulets standards. Aujourd'hui, il emmène ses 26 000 volailles à l'abattoir. Tous les voisins sont venus donner un coup de main, car il y en a tout de même pour 5 heures de travail. Impératif absolu, travailler en partie dans l'obscurité. Il ne faut pas que les poulets voient ce qui se passe. Ah non, parce que les poulets se tassent dans le fond et il y a étouffement. Ils vont s'étouffer, ils s'étouffent. Automatiquement, donc. Vous faites ça dans la nuit, alors dans le noir? Toujours la nuit, 2-3 heures du matin. Des fois, on commence à minuit, 1 heure, 2 heures, ça dépend. Et pourquoi aujourd'hui vous faites ça de jour, là, alors? Ah, exceptionnellement. Il y a de la demande, là? Un petit peu, je pense qu'il y a la demande. Et oui, la volaille se porte bien. Avec la crise de la vache folle, la demande de poulet a légèrement augmenté pour les Plusquelec. Les abattoirs sont en manque, il faut les alimenter pratiquement en flux continu. Après ce premier camion de 5000 poulets, 5 autres suivront pour emporter tout le reste. Mais tout n'est pas joué pour autant. Reste à savoir s'ils font le bon poids, celui demandé par l'abattoir. On nous avait demandé 1,680 kg, autour d'1,680 kg. Et vous pensez que vous les fait ce poids-là ou pas? 1,7 kg, oui, à 20 grammes près. 20 grammes près? Notre but, c'est de tomber à 20 grammes près, 50 grammes près maximum. Et s'il fait 100 grammes de moins, qu'est-ce que ça représente comme perte pour vous? Ah bah nous, ça y est, on n'a plus de revenus, là. S'il fait 100 grammes de moins, vous n'avez plus de revenus? On n'a plus de revenus. Alors, direction l'abattoir pour connaître le fameux poids. Didier Plusquelec est intégré à un groupe agroalimentaire qui lui donne gratuitement 26 000 poussins à élever et 90 tonnes de nourriture. À lui de leur donner le poids minimum fixé, aujourd'hui 1,7 kg.
Au-dessous, l'abattoir lui achètera son travail au prix coûtant, voire à perte. Au-dessus, c'est du bénéfice. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça marche? Bon, moi je viens un peu pour voir un peu le poids des animaux, voir s'il y a un poids correct. Et puis On va voir tes résultats. Ouais. Donc, il faut, déjà pour commencer, ils sont lourds. Ah, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. On avait programmé 1,7 kg, ils font un 797. Ah oui, donc 97 grammes de plus. Ouais. Avec 97 grammes en plus, l'abattoir va lui verser 60 000 francs, soit 2 francs 35 pièces. C'est à peu près ce qu'il obtient chaque fois. Après avoir payé les charges de son poulailler, cela représente sur l'année l'équivalent d'un salaire net de 5 500 francs par mois. Et pour le poulet, c'est bientôt la fin. L'abattoir va maintenant en tirer le meilleur parti. La course à la productivité continue. Sorti des caisses, il est accroché par les pieds, la tête en bas, pour être abattu. Tout se passe derrière ce panneau. Il va être électrocuté. Ensuite, c'est une autre machine qui va l'égorger, le saigner et le plumer. Et voilà le résultat. Plus de plumes, plus de sang. Le poulet, c'est maintenant un animal industriel qui va être travaillé à la chaîne. D'abord, on lui tranche la tête qui deviendra de la nourriture pour chien. Les pattes, direction l'Extrême-Orient, les Asiatiques en raffolent à l'apéritif. Ensuite, cette machine retire les viscères. Ils seront transformés en pâté pour les chats. Reste enfin ce qui peut être mangé par le consommateur, soit sous forme de poulet entier ou découpé. Et le tri, il se fait ici. Une manette abaissée, c'est un poulet qui sera découpé. On va mettre prioritairement à la découpe tous les poulets qui ont des défauts d'aspect, des spinelles cassées, un hématome ou des petits défauts. Le poulet découpé, c'est celui qui n'est pas présentable entier, mais il a beaucoup plus de valeur. Les morceaux, comme ici les ailes, seront vendus en barquettes séparées et en moyenne 2 fois plus cher au kilo que le poulet entier. Mais la découpe qui se vend le mieux, c'est le filet, le blanc de poulet qui se trouve sur le côté gauche et droit de son poitrail. Aucune machine n'arrive à décortiquer correctement le filet gauche du filet droit. Alors il faut le faire à la main, 8 heures par jour, le même coup de couteau. Vous coupez toujours le même côté? Vous coupez toujours le même côté? Parce que je suis droitier, donc il y a un côté pour le côté droit, un côté droitier. Coupez l'autre côté, il faut un gaucher? Enfin, un gaucher, ouais. Profession, découpeur de filet droit. Car pour être productif dans le poulet, il faut de plus en plus spécialiser les tâches. Et surtout, il faut les faire de plus en plus vite. En 15 ans, dans cette usine, la cadence de production a doublé. Maintenant, on fabrique 8000 poulets à l'heure. Ici, c'est la fin de la chaîne, debout toute la journée. Les ouvrières doivent attacher les pattes du poulet avant l'emballage. Durée de l'opération, 8 secondes. Salaire, après 16 ans d'ancienneté, 5300 francs net. Cadence à la hausse, salaire minima, travail à la chaîne. Voilà pourquoi vous pouvez trouver du poulet standard pour le prix de 3 baguettes de pain, 12 francs 90 le kilo. Et il fait un malheur. 7 poulets entiers sur 10 vendus en France sont des poulets industriels. Les autres, ce sont les poulets labels. Et pour le chef du rayon volaille, tout se complique. 1, 2, 3... Il a 6 poulets label rouge à 6 prix différents de 19 à 39 francs le kilo, du simple au double. Le plus cher est-il forcément le meilleur? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Alors, le consommateur a peut-être tendance à dire je connais tel produit parce qu'on a communiqué dessus, il va le prendre. Par contre, le consommateur, dans la mesure où il a goûté donc, des produits qui sont 25% moins chers et qui sont de qualité identique, en général, a tendance quand même à prendre les produits qui sont 25% moins chers. Alors, pourquoi une telle différence de prix pour des poulets label rouge, élevés selon les mêmes normes et qui sont de même qualité? Vous allez le comprendre avec les volailles de Monsieur Robert. C'est du poulet de Janzé. Mais voilà, au supermarché, il est vendu à 2 prix différents. À droite, sous l'étiquette haut de gamme, poulet de Janzé, on le trouve à 31 francs 90 le kilo. Et à gauche, issu du même élevage, mais sous l'étiquette poulet fermier de Montorgueil, il vaut 23 francs 80 du kilo, c'est 8 francs de moins. Où est la différence? Est-ce que ce poulet est le même? Absolument. C'est exactement le même. Oui. La différence, c'est une différence de prix
ou une différence d'étiquette? Non, la différence, elle est liée à ce que nous sommes distribués par 2 abattoirs, que ces 2 abattoirs exploitent la marque poulet de Janzé, puisque c'est le nom même de notre terroir, mais chacun d'entre eux a une politique commerciale qui lui est propre. Autrement dit, pour augmenter les ventes d'un même produit, on multiplie les étiquettes. Janzé, Montorgueil ou Val d'Isée, c'est pareil, mais cela permet de toucher toutes les catégories de consommateurs. Cette valse des étiquettes, elle a aussi gagné les poulets standards. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Père Dodu. Et Père Dodu, c'est lui. Dans cette usine, on produit ce poulet sous d'autres marques. Un secret de Polichinelle qu'on fait semblant de cacher pour mettre en avant la marque leader. Père Dodu, parce que Père Dodu, c'est le meilleur, et on ne fait que ça. Vous faites rien d'autre. Voilà. Vous faites rien d'autre. Non, parce que quand on a quelque chose d'aussi bon que ça, pourquoi voudriez-vous qu'on aille faire autre chose? Est-ce qu'on peut trouver le même poulet sous 2 autres marques aussi bon? Oui, on peut trouver parce que comme nous faisons de très bons produits, si nos clients nous payent bien, on veut bien les leur vendre. Et voilà, CQFD. Sous combien de marques différentes et à quel prix allez-vous retrouver le même poulet Père Dodu? Cela, c'est le vrai mystère que M. Bounour ne souhaite pas divulguer. Car le marché du poulet est un secteur particulièrement secret. Quelque part en banlieue parisienne, derrière ces lourdes grilles, un laboratoire de recherche sur les poulets du futur. Dans ces bureaux, on a conçu et fabriqué de toutes pièces un poulet entièrement différent. Ce n'est pas un label, ce n'est pas un standard, mais ici on a une idée toute simple, mélanger le label et le standard. Le duc est issu d'un coq industriel et d'une poule fermière. Donc la poule fermière, donc sa mère, lui donne la rusticité, et son père, donc le coq industriel, lui donne l'ensemble des performances. Alors, quand vous dites poule fermière, c'est une poule label? Tout à fait. Le duc mange de la nourriture label, mais sans liberté dans un bâtiment fermé comme un poulet standard. Tout cela parce qu'il y avait un créneau de prix à prendre entre les deux. C'est un poulet 100% marketing, en fait. C'est le premier poulet marketing. Oui, c'est un poulet marketing, tout à fait. Marketé, en tout cas. Il est vendu aux alentours de 20 francs, seulement vous n'en saurez pas plus. Le secret est bien gardé, on ne nous a pas autorisé à aller filmer les conditions de production du poulet du 3e type. Mais finalement, les plus heureuses, ce sont peut-être elles, les poules pondeuses qui donneront naissance aux petits poussins à 1 franc. Ici, on en prend soin, on les autorise à vivre plus de 300 jours. Et c'est grâce à elles qu'on peut élever chaque année en France plus d'1 milliard de poulets vendus sous près de 200 marques différentes. Alors voilà une industrie, le poulet, qui à l'image de toute l'industrie agroalimentaire, s'est fortement mécanisée. Gérard Chancerol, vous produisez, vous, 122 000 tonnes de poulet par an. C'est énorme. Vous faites partie du trio tête des producteurs de poulet. Vous faites à la fois des poulets label à plus de 30 francs et puis des poulets standards à 12, 13, 14 francs. Aujourd'hui, est-ce que le prix du poulet a baissé de manière importante depuis 20 ans? Est-ce qu'il a baissé? Oui. Je vais vous donner un exemple. En 1939, un ouvrier ayant un salaire normal, il fallait 1 journée pour se payer un poulet. En 1960, il fallait plus que 2 heures. Et aujourd'hui, moins de 30 minutes. Je crois que c'est une industrie qui, effectivement, a apporté aux consommateurs une réduction de prix en francs constants d'une façon très importante. C'est-à-dire qu'on en fabrique de plus en plus, il y a une montée en puissance. C'est une chaîne, une grande chaîne. Est-ce qu'il y a une vraie différence de goût entre les poulets label et les autres? Est-ce qu'elle est, on a vu dans les tests que les gens semblaient les reconnaître. À quoi est-elle due principalement? S'il y a un critère qui peut déterminer cette différence. Il y a plusieurs critères. Mais le principal? Le principal, il y a une question d'alimentation. Je crois que c'est ce qui détermine la différence qualitative. Est-ce que l'âge des poulets joue aussi? L'âge contribue également. Quelle différence d'âge là entre vos 2 poulets là? Vous avez le simple doux, vous avez un 41 jours et vous avez un 87 jours. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est resté 41 jours en élevage et l'autre beaucoup plus longtemps, donc on a pu le mesurer. Il y a 20 ans, combien de temps il restait en élevage les poulets avant d'être... Il y a 20 ans ou plus, les élevages n'existent pratiquement pas. C'était l'élevage de basse-cour, c'était des petites quantités, c'était des poulets qui se baladaient dans la nature. Celui qui se fabrique en 41 jours aujourd'hui, c'était... C'était plusieurs mois. Plusieurs mois. C'était au minimum 4 mois.
Aujourd'hui, la France est le 4e producteur mondial de poulet, derrière les Américains, derrière les Chinois et les Brésiliens. Alors c'est le premier en Europe, la France, mais il y a les États-Unis, par exemple. Quelle différence entre un poulet américain ou un poulet chinois et un poulet français? Il y a une différence entre le poulet dit classique. Il n'y a pas une différence fondamentale. Il est présenté au marché français en frais, que les autres pays sont présentés en surgelé. Par contre, il y a une différence très importante en France entre le poulet américain que vous avez cité et le poulet label. Je crois que les différences sont très appréciées. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas de label. Ils n'ont pas de label. Mais sur le poulet classique, vous dites, là-bas, dans ces pays-là, souvent c'est fait en surgelé, là où nous, c'est fait en produits frais, avec des dates limites de vente, etc. Absolument. Le poulet surgelé, vous pensez que ça va monter, ça va... Le poulet congelé est surtout orienté vers des pays tout à fait ciblés. La France est surtout orientée sur des produits frais. Oui, non, mais je pense en France. Vous dites qu'à l'étranger, on vend beaucoup de poulets surgelés et des Français exportent vers d'autres pays des poulets surgelés. Mais est-ce que vous pensez que les Français vont consommer plus de poulets surgelés demain? Je ne le pense pas. Vous ne pensez pas? Je ne le pensais pas. Bon, merci beaucoup, Monsieur Chancerol. On va continuer un peu dans cet univers, dans cette industrie, en regardant le goût. Le goût, c'est très très important. Et c'est vrai que souvent, pour fabriquer du goût et pour répondre aux exigences de vous, de moi, de tous ceux qui achetons de la nourriture, on met des conservateurs, des colorants, des additifs et on mélange ça à d'autres aliments naturels. Alors Mathieu Schwartz est allé dans toutes ces usines pour essayer de comprendre ce que cachaient les étiquettes. Ce que cachaient les étiquettes et ce que l'on ne nous disait pas toujours. Des révélations assez surprenantes. Regardez. Bon, on va aller un petit peu, je pense, dans le rayon des desserts. Je pense que c'est intéressant. Je vais essayer de vous en parler un petit peu. François Chardon, ingénieur agroalimentaire. Petit tour dans les rayons pour comprendre ce qui se cache derrière les étiquettes. Alors, E472B, non barbare. En fait, je pourrais même vous dire ester lactique de monoglycéride d'acide gras alimentaire. Bah oui, du moment que c'est mangeable. Bon, c'est un blanc de poulet. Est-ce que vous avez déjà vu des cuisses de poulet qui permettent d'avoir ça? Non. À la fabrication, non, on n'en sait rien. Non, on achète plutôt par habitude et puis par goût. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que celui-là est particulièrement intéressant. On a reconstitué des morceaux de fromage bleu de manière complètement industrielle. J'ai l'impression que quel que soit le produit, de toute façon, il y a conservateur, il y a acidulant, il y a stabilisant, il y a antioxydant, il y a... Enfin, j'ai l'impression que c'est tout un mélange de... Aujourd'hui, plus des 2/3 de nos aliments sortent de l'usine. Des produits de plus en plus sûrs, mais de plus en plus compliqués. Que contiennent-ils vraiment? Ce spécialiste des ingrédients nous a aidé à y voir plus clair. Première information sur l'emballage. L'ordre des ingrédients a une importance. Avant d'acheter moins cher, il vaut mieux comparer la composition des produits. Démonstration avec une boîte de cassoulet premier prix. Les saucisses, d'abord, on en met moins. Je ne sais pas si on déclare ici les quantités, mais enfin, il est clair qu'on voit apparaître en premier 400 grammes de haricots. En deuxième, on voit apparaître la sauce, alors que là, en deuxième, on voit apparaître les saucisses. Donc la sauce, c'est de l'eau épaissie. Parce que l'ordre des ingrédients a une importance sur une boîte? Ah, tout à fait, on est obligé de déclarer dans l'ordre décroissant. Dans le cassoulet bas de gamme, la saucisse n'est donc placée qu'en 3e position. On a mis plus de sauce pour fabriquer un produit moins cher. Dans la composition, il y a parfois quelques surprises. Pour faire une vinaigrette, vous mettez de l'huile, du vinaigre et des épices. Les industriels ont trouvé autre chose. Voilà, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Eh bien, le principal constituant, de l'eau. Bon, à la maison, on ne met pas d'eau dans sa vinaigrette. Là, industriellement, on en met. Ça permet d'avoir un produit qui se tient mieux, puisqu'on fait une émulsion. Et puis, ça permet d'avoir un produit moins riche en calories. Ça remplace quoi? L'eau remplace l'huile. Il y a de l'huile quand même? Il y a quand même de l'huile, mais il vient en deuxième place. Et ici, on nous dit qu'il y a 30% d'huile de tournesol. Il y a donc encore plus d'eau, puisque c'est le premier ingrédient de la liste. Autre surprise au rayon steak haché surgelé. Celui-là, c'est du 100% pur bœuf. Mais ce n'est pas le cas pour tous les steaks. Cet extra moelleux coûte moins cher, mais il n'y a que 80% de viande. Le reste, c'est essentiellement du soja. Quant au hamburger, c'est encore moins cher, mais la viande y est à peine majoritaire, seulement 51% de bœuf. Monsieur le chef de secteur, les olives, s'il vous plaît. Pourriez-vous m'indiquer le rayon des olives? Là-bas. Alors, les olives. J'espère qu'on va trouver des olives avec des petits morceaux de poivron. Pâte de poivron. Ça y est, je suis content, on a trouvé. Alors, dans les olives fourrées, vous croyez manger des morceaux de poivron? C'est en fait du poivron reconstitué. L'avantage, c'est que c'est moins cher et beaucoup plus facile à découper en usine. Mais c'est une bande qui sort, qui est découpée par des couteaux dans cet axe, puis des couteaux comme cela, et on a
toujours des morceaux de la même taille. Dans cette pâte, il n'y a en fait que 20% de poivron. Le reste, c'est essentiellement de l'eau, retenue grâce à un ingrédient miracle, le carragénane. Nous avons trouvé ce même ingrédient dans tous les produits réunis sur cette table. Il est parfois présenté sous son nom, et parfois sous son nom de code, E407. Les côtes normandes, à quelques kilomètres de Carentan. C'est ici que l'on fabrique le E407, ou plutôt c'est ici qu'on le ramasse lors des grandes marées. Le carragénane, c'est en fait de la poudre d'algues rouges. À 15 km de la mer, la société SBI, une multinationale spécialisée dans les ingrédients pour l'alimentation, la seule usine française de carragénane. Ça, c'est la Chondrus crispus, l'algue qui est ramassée en Normandie. Mais SBI en importe aussi de Malaisie ou des Philippines. Elle se négocie de 5 à 9 000 francs la tonne en fonction de la demande et de la variété. Utiliser des algues comme gélifiant, le procédé était déjà connu au siècle dernier par les cuisinières bretonnes qui en jetaient une poignée dans le lait chaud pour faire du flan. Aujourd'hui, on ne garde que le squelette de l'algue. Voici une cargaison arrivée ce matin du Chili. Avec 1 tonne d'algues, on va faire 250 kg de carragénane. Les algues sont broyées, chauffées et filtrées à plusieurs reprises pour enlever le sel marin et toutes les impuretés. Au bout de 8 heures, ce ne sont déjà plus que ces galettes sèches. Au bout de 30 heures, c'est de la poudre, vendue environ 60 francs le kilo. Les fabricants de yaourt ou de crème dessert l'utiliseront en toute petite quantité. Alors voilà, vous avez devant vous un carragénane ou plus précisément un extrait d'algues marines. Dans un produit fini, il y en a quel pourcentage à peu près? C'est toujours inférieur à 1%. Inférieur à 1%. Ouais. Quels sont les principaux clients de l'usine? Silence radio. Les industriels n'aiment pas révéler les secrets de fabrication de leurs produits. Les carragénanes sont en tous les cas très présents dans les desserts. Ils permettent de tenir un flan ou d'éliminer les cristaux dans une glace. Ils fonctionnent comme des éponges. Ils retiennent de l'air ou de l'eau, ce qui modifie la consistance du produit. L'usine teste sans cesse son ingrédient sur de nouvelles recettes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette poudre? Poudre de lait, sucre et cacao. Et carragénane. Ici, on travaille sur un chocolat liégeois. Cet appareil reproduit en miniature la fabrication en usine. Une fois le liégeois terminé, on contrôle sa viscosité. Si on met trop de carragénane, le liégeois sera caoutchouteux. Si on n'en met pas assez, le chocolat se mélangera avec la chantilly. Et ça n'est pas envisageable pour un fabricant. Quand vous achetez un produit comme ça, vous aimez bien voir la différence entre la partie blanche au-dessus et puis la partie cacao qui se trouve en dessous. Plus surprenant, nous avons trouvé des carragénanes dans du jambon. Le E407 fait en effet partie des produits qui peuvent retenir le jus de cuisson pour faire un jambon plus moelleux, mais aussi artificiellement plus lourd. Autrement dit, quand vous achetez une tranche de jambon bas de gamme, une partie de la viande est souvent gonflée par de l'eau. Donner de la texture, c'est bien, mais il faut aussi donner du goût. C'est le créneau des arômes, on en trouve à tous les rayons, dans les sauces, les jus, les gâteaux, les yaourts. Et sauf lorsque c'est précisé, ce ne sont jamais des arômes naturels. Si vous voulez faire des arômes naturels, vous allez extraire ça des fruits. Donc les fruits, qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez. Donc il y a un coût très important au niveau de la conception. Il s'est avéré beaucoup plus simple et bien meilleur marché d'étudier chimiquement la composition de ces arômes naturels et puis de les reproduire en usine. Alors qu'est-ce que ça sent là? Ah, c'est difficilement définissable, hein. C'est pas... Je n'y arrive pas. Comment? Tu veux avoir l'habitude, non? Ah oui, mais je n'y arrive pas. Ah, c'est fugace, c'est parti. Ici, ça sent toujours quelque chose. Nous sommes chez IFF, près de Dijon, une société américaine, le numéro 1 mondial des arômes. L'usine peut fabriquer à peu près n'importe quel parfum commandé par un client. Elle dispose de milliers de petites fioles, des préparations chimiques pour la plupart. Ce sont les ingrédients de base d'un arôme. À chaque commande, le préparateur compose la recette mise au point par les aromaticiens. Je vais vous faire sentir, vous voyez, puis après vous allez me dire avec quoi c'est tiré. De quoi ça vous rappelle? Allez, on va demander un peu d'aide à monsieur le directeur technique. La violette. C'est l'ingrédient qui donne l'arôme caractéristique de la violette. De la violette alors? De la violette. C'est pas de la violette.
c'est l'alpha-ionone. Qui ressemble à la violette. Voilà, mélangé à d'autres ingrédients. Dans quoi est-ce que vous mettez de la violette? Dans la framboise, par exemple. La fraise, qui c'est qui fabriquait la fraise tout à l'heure? Ah ben c'est là. Alors on vous l'apprend. Donc ça c'est une fraise qui comporte 74 ingrédients. C'est compliqué une fraise quand même. Oui, une fraise c'est compliqué, oui. D'autant plus que dans cette formule, il y a des sous-formules qui elles-mêmes peuvent comporter plusieurs constituants. C'est compliqué, mais cela ne représente que 2 centimes dans le prix de fabrication d'un yaourt, par exemple. Avec un arôme naturel, ce serait 3 fois plus cher. Pourtant, dans cette usine, il y a aussi des vrais fruits. Mais ce n'est pas pour fabriquer des arômes, au contraire. Voici de l'ananas. Un fabricant de yaourt veut l'intégrer dans un de ses produits. Mais avant cela, il faut renforcer artificiellement son goût. Pourquoi est-ce que le client ne met pas son ananas directement dans son yaourt? Et uniquement l'ananas? Uniquement l'ananas. Mais parce que l'impact du point de vue gustatif ne serait pas suffisant. Il faut un apport d'arôme de façon à augmenter l'impact aromatique. Si on met juste des fruits dans un yaourt, on n'a pas suffisamment de goût. C'est comme si non, pas suffisamment de goût. Les procédés de conservation détruisent les qualités sensorielles des fruits. Du coup, le fait d'aromatiser la préparation, ça permet de les rétablir en quelque sorte. Pour obtenir le même résultat sans arôme, il faudrait mettre au moins 50% de fruits. C'est beaucoup plus cher et cela pose des problèmes de stabilité et de conservation au yaourt. Dans l'usine, on va donc aromatiser directement les fruits. Ici, c'est de la rhubarbe. Et voici l'arôme industriel de rhubarbe. Des texturants pour retenir l'eau, des arômes pour donner du goût. L'objectif est toujours le même, produire moins cher. Aujourd'hui, certains produits sont même complètement remplacés par des substituts. C'est le cas de la chantilly, dans ce liégeois. Ne vous fatiguez pas à chercher la crème, il n'y en a pas. Là, on n'a plus du tout de matière grasse animale, c'est-à-dire ni beurre ni crème. On a remplacé par une matière grasse végétale, c'est de l'huile de coco, hein, c'est tout bête. Il ne vaut qu'un franc 25, c'est impossible de faire un produit à ce prix-là avec des ingrédients nobles, ça n'est pas possible. Avant la crème sans crème, vous aviez déjà repéré la margarine comme substitut du beurre. Aujourd'hui, on vous conseille de surveiller le rayon fromage râpé. Collonges-la-Madeleine, un petit village de Bourgogne. À l'abri des regards indiscrets, une ancienne fromagerie travaille sur un produit qui fait hurler les fromagers. Ça a la couleur du fromage, la texture du fromage, ça a même l'odeur du fromage grâce à un arôme industriel, mais c'est en fait un substitut fabriqué avec de l'huile de tournesol. Depuis 7 ans, Jean-Jacques Dominici, fabricant d'emmental, a investi 10 millions de francs pour mettre au point ce produit. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que demain, le lait, élément de base du fromage, sera de plus en plus rare et de plus en plus cher. Mon idée était de trouver un produit qui ne dépende pas directement du lait. C'est le premier point. Et le deuxième point, un produit qui, lui, soit d'un prix de revient plus bas. Le fait de remplacer dans le fromage, ou l'emmental, ou n'importe quel fromage, la matière grasse animale par la matière grasse végétale, diminue d'autant le prix, puisque en gros, la matière grasse animale vaut 5 fois plus cher que la matière grasse végétale. Cette usine pilote fabrique déjà 400 kg par heure de ce qui s'appelle officiellement une spécialité à cuisiner. Ce râpé, vendu 20 à 30% moins cher qu'un sachet de fromage, n'était disponible jusqu'à présent que dans les circuits de gros, pour les restaurateurs par exemple. Le consommateur le retrouve sur une pizza, sur un plat cuisiné, au restaurant, il le retrouve un petit peu partout. Mais après le circuit professionnel, Dominici fait son entrée en grande surface. Depuis quelques mois, on peut trouver ce râpé dans quelques hypermarchés. Les sachets sont placés évidemment juste à côté du rayon fromage. Désormais, lorsque vous faites vos courses, un simple coup d'œil ne suffit plus. Si vous voulez vraiment savoir ce que vous mangez, il vaut mieux lire et décoder les étiquettes. Voilà, et des étiquettes riches de très nombreuses substances, pas toujours faciles à déchiffrer. Une industrie qui a connu des innovations technologiques évidentes. Aujourd'hui, on crée même des substituts de fromage. Alors, on se demande si tout ça est très naturel finalement quand on regarde ce reportage. Olivier Hurstel, vous travaillez dans l'industrie chimique et vous représentez un peu tous les producteurs d'additifs, c'est-à-dire ceux qui rajoutent des substances chimiques dans l'alimentation. On a vraiment l'impression que ces substances sont devenues essentielles à la composition des aliments et on s'inquiète un peu quand on voit ça. Oui, c'est une démarche en fait très ancienne, c'est que
Il faut effectivement, lorsqu'on veut réussir certaines recettes de cuisine, rajouter un certain nombre de produits, des ingrédients qui permettent ce qu'on ne peut pas faire naturellement. Je crois que le bon exemple a été donné dans le reportage en ce qui concerne les vinaigrettes allégées. Lorsque vous avez effectivement peu d'huile et beaucoup d'eau, il faut agiter très longtemps pour que ceci tienne ensemble. Donc il faut trouver un ingrédient qui permette à l'eau et à l'huile de se mélanger, et c'est ce qu'on appelle des émulsifiants. Et ça a été très bien représenté dans votre reportage. Ce sont des produits souvent connus de date immémoriale. Et pas toujours très naturels, c'est des produits chimiques finalement. Tout est chimique, monsieur, à commencer par ce que nous fabriquons, nous, tous les jours. Nous sommes une grande usine chimique. Il ne faut pas confondre, nous les êtres humains, il ne faut pas confondre chimique et naturel, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le problème, c'est de savoir effectivement si c'est d'origine naturelle ou pas, sachant que ça n'est pas non plus une garantie de qualité. La nature a malheureusement également un grand nombre de poisons à son actif, donc il ne faut pas dire naturel égale sécurité. En l'occurrence, là, c'est souvent d'origine de synthèse, d'origine... Non, pas majoritairement. Parmi les produits qui sont effectivement au catalogue des additifs, une grande majorité sont naturels, comme on a cité les carragénanes, on pourrait citer un certain nombre d'autres produits, soit alors ils sont reproduits par synthèse à l'identique, c'est-à-dire qu'on fait exactement la même molécule, soit ce sont effectivement, il y a quelques produits qui sont de la synthèse chimique pure. Les colorants, aujourd'hui, il y a beaucoup de colorants dans cette industrie de l'alimentation? Non, il n'y a pas beaucoup de colorants, il y a des colorants qui sont utilisés dans un certain nombre de produits pour répondre à l'aspect global du produit, puisque les gens, effectivement, ont des références alimentaires qui sont traditionnelles et ils souhaitent avoir, effectivement, un produit qui corresponde à leur goût. Je vais prendre un exemple typique des Français qui est amusant, parce que l'un, on peut jouer sur la couleur, l'autre pas. Les Français aiment les œufs à coquille marron, et cette couleur de la coquille est purement génétique. Donc il a fallu choisir en France des poules qui pondent des œufs marrons. En revanche, le jaune est lié à ce que les poulets mangent. Et notamment si les poulets mangent un régime majoritairement à base de blé, le jaune va virer au gris. Il sera un jaune très pâle, verdâtre, et les gens vont presque le considérer comme non consommable en France. Alors que ce sera très bon. Alors qu'il est parfaitement convenable. Et si on met un colorant, en revanche, si on met du maïs, le maïs contient un colorant naturel qui effectivement remonte le jaune et donne ces jaunes bien jaunes que vous êtes habitué à voir. Les gens sont sensibles aujourd'hui à la présentation des choses. Regardez, nous avons montré un sondage sur les critères d'achat. Aujourd'hui, la première chose qui marque et qui fait qu'on va acheter tel ou tel produit, c'est la présentation du produit. Ensuite, le prix, ensuite l'origine de fabrication, ensuite la marque, et seulement en dernier, la qualité, le label éventuel de qualité qui peut faire la différence. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sensible finalement à la présentation des choses qu'à qu'à ce qu'ils sont réellement, qu'à la réalité des aliments. Donc, je crois que c'est une attitude générale, c'est-à-dire que globalement... ça vous surprend? On a toujours un proverbe qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». On s'aperçoit qu'en définitive, les gens sont toujours très sensibles à l'aspect extérieur. C'est vrai pour une voiture, une bicyclette, c'est vrai pour l'aliment. Mais dans le cas qui nous occupe, il y a également de la part du consommateur, je pense, un très grand sentiment aujourd'hui de sécurité. Ah, ça, c'est pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, souvent les réactions, quand on voit ça, on se dit, c'est lié peut-être au fantasme que les gens ont, on se dit c'est pas naturel, même si c'est sûr ce que vous semblez dire. Ce que vous dites d'ailleurs. Oui, il y a une grande majorité de produits naturels qui sont utilisés ou de procédés naturels, et effectivement les gens sont méfiants parce que tout ceci effectivement était codifié, et ce code E avec un numéro était au départ conçu justement pour rassurer le consommateur. Ah, parce que quand vous voyez E112, oui, mais c'est pas rassurant. L'objectif était de dire au consommateur, ce produit figure sur une liste officielle, il a été évalué, il est sûr. C'est ça que ça voulait dire. Et c'était également une commodité pour pouvoir étiqueter. Quand vous avez des toutes petites étiquettes, si vous avez un produit de 5 kilos, vous avez de la place. Si vous avez un petit yaourt, il y a moins de place. Donc c'est également une commodité d'étiquetage. Mais normalement, c'était une garantie de sécurité, et c'est toujours une garantie de sécurité. Et est-ce que c'est vraiment sûr? Récemment en Italie, il y a le tiramisu, paraît-il, qui a fait... il y a eu... une quinzaine de morts parce que les gens ont acheté un tiramisu qui n'était pas conforme à... Effectivement, ce qu'il arrive, c'est comme dans toute industrie, un gâteau, hein. Dans toute industrie humaine, vous avez des échecs, vous avez un certain nombre de personnes qui peuvent ne pas respecter les règles. Je ne connais pas les conditions exactes de cet accident, mais il semble, d'après ce que j'ai entendu dire, que c'est une rupture de la chaîne du froid. Voilà un bon exemple de contraintes qui n'ont pas été respectées. Est-ce que c'était accidentel? Je ne peux pas me prononcer. Mais il y a aujourd'hui des contraintes sur l'industrie agroalimentaire qui sont très lourdes et qui sont très largement respectées. Aujourd'hui, vous diriez que ce que nous mangeons est plus sain que ce que nous mangeons il y a 20 ou 30 ans? Alors ça, certainement. J'ai vécu, moi, dans la campagne, à l'époque que vous évoquez,
Et il faut savoir quand même que des maladies très graves qui se transmettaient à l'homme, comme la tuberculose, frappaient la quasi-totalité du cheptel bovin. Également, les volailles étaient très fréquemment, elles aussi, atteintes. Donc, par conséquent, je pense qu'aujourd'hui, la qualité sanitaire de nos aliments et je rajouterai aujourd'hui la qualité gustative et nutritionnelle de nos aliments est certainement de très bonne qualité. Merci beaucoup. Alors la suite de cette émission, dans un instant, nous allons aborder les questions de santé, des préoccupations de santé liées à l'alimentation. Nous allons revenir sur la filière de la viande qui pose beaucoup de questions et puis parler aussi du boom du marché bio qui intéresse un très grand nombre de personnes qui ont le sentiment que ce qu'ils mangent n'est plus aussi naturel qu'avant, même si vous nous avez dit le contraire. Et puis nous parlerons aussi de tous les produits de l'an 2000, tous les produits qui se préparent dans une industrie qui se transforme très très vite. À tout de suite après une page de pub. 6 mois après la crise de la vache folle, pourquoi nous cache-t-on l'origine de notre beefsteak? Les produits bio en plein boom, mais sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? Légumes génétiques, à quoi ressembleront les produits de l'an 2000? C'est Jürgen, du mec pur et dur, à la drag queen, tout le monde s'éclate au 36, 68, 34, 35. À tout de suite. La révolution dans nos assiettes, deuxième partie de ce numéro de rentrée de Capital. Et pour commencer, une enquête sur la filière de la viande. Depuis la crise de la vache folle, on n'y comprend plus rien. D'où vient la viande de bœuf que vous achetez aujourd'hui dans un rayon de boucherie? Dans un instant sur ce plateau, un invité surprenant, Gérard Klein, l'Instit, qui est lui-même éleveur et qui connaît bien la filière. Mais d'abord, une enquête. Pourquoi, alors que les cours ont baissé de 20%, votre beefsteak est-il toujours aussi cher? Comment reconnaître aujourd'hui une viande de qualité d'une viande standard? Reportage enquête de François Ducroux. Les prés sont bien verts, les vaches bien grasses. C'est l'image rassurante de la Bretagne, la région qui produit les 2/3 de la viande française. Une image qui semble éternelle et pourtant depuis 30 ans, tout a changé. Le beefsteak que nous mangeons n'a plus grand-chose à voir avec celui de nos grands-pères. Elles ont l'air bien tranquilles dans leurs prés, mais ne vous y fiez pas. Aujourd'hui, la vie des bêtes, c'est l'usine. Il faut produire toujours plus, toujours mieux. En début de chaîne, c'est taureaux reproducteurs dont on récolte chaque jour la semence. Et voilà le résultat, 10 centilitres qui vont rapporter gros. Dans ce tube, il y a combien de spermatozoïdes? 4 milliards. C'est ce qu'on voit à gauche sur l'écran. C'est ce que vous voyez à gauche sur l'écran. Et chacun de ces spermatozoïdes pourrait être un veau en puissance. Voilà. Avec tous ces spermatozoïdes, ce tube va permettre 200 inséminations. Les caractéristiques des reproducteurs sont proposées sur catalogue. Chaque taureau a sa fiche technique. L'éleveur passe commande et un inséminateur vient faire le boulot. Je la mets dans l'eau à 37 degrés, là il est à moins 196. Au bout de cette tige, quelques gouttes de la précieuse semence. Qu'est-ce que vous faites là? Là je mets ma main dans le rectum et j'attrape le col de l'utérus. Fini la reproduction naturelle, l'insémination c'est 9 naissances sur 10, du moins chez les vaches laitières. La raison, c'est que dans une laiterie comme celle-ci, on exige des vaches une productivité maximum. La génétique a fait des miracles. Il y a 40 ans, une vache produisait au mieux 25 litres par jour. Aujourd'hui, c'est le double, 50 litres. Mais pour qu'elles produisent 2 fois plus, il faut aussi les nourrir en conséquence. Et là, l'herbe ne suffit plus. L'intérêt pour nous, c'est de produire le maximum de lait avec nos fourrages à nous. Et l'herbe, actuellement, a une valeur énergétique qui n'est pas assez importante. Donc c'est pour ça qu'elles sont actuellement complémentées avec du maïs. Le maïs, ces usines à lait en consomment à haute dose. L'hiver, c'est même l'essentiel de leur alimentation, jusqu'à 20 kg par jour. Comparé à l'herbe, le maïs est 2 fois plus nourrissant. Ça, c'est du maïs? Ça, c'est du maïs. Du maïs en silage, donc qui comporte le grain plus la tige qui est broyée avec une machine. Et pour augmenter encore le rendement, c'est distributeur automatique d'aliments concentrés. La potion magique, pour chaque kilo consommé, la vache produira 3 litres de lait supplémentaires. Le tout est géré par ordinateur. Avec les colliers, donc les vaches se présentent et ont un code émetteur sur chaque collier. Et les vaches donc viennent consommer d'elles-mêmes les concentrés qu'on achète auprès des firmes d'aliments. C'est là qu'autrefois il y avait de la farine de viande.
Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y en a plus. Sujet délicat, les farines de viande dans les granulés, car c'est par là que la maladie de la vache folle est arrivée. Sur les 22 cas recensés en France, 21 étaient des laitières, car ce sont elles qui en consomment le plus. Ce qui est plus embêtant, c'est que ces vaches, nous les mangeons. Après 5 ans de bons et loyaux services, elles partent à l'abattoir, on récupère leur viande, un beefsteak bas de gamme, mais c'est le plus répandu. Quand on vous vend du bœuf, c'est en fait de la vache laitière, 6 fois sur 10. On la reconnaît à ses grosses mamelles et son arrière-train maigrichon. Les bouchers l'appellent vache de réforme. Pourquoi certains fabricants de granulés ont-ils introduit des farines contaminées dans l'aliment du bétail? Question taboue, rares sont ceux qui acceptent de parler. Exception le directeur de cette usine qui a bien voulu nous ouvrir ses portes. Son affaire tourne à plein régime, 500 tonnes sortent chaque jour de ses chaînes. L'usine en vend 10 fois plus que dans les années 70 car les éleveurs les utilisent massivement. À 1,40 franc le kilo, ces aliments mis au point par des scientifiques sont parfaitement équilibrés. Dans ces boîtes, les ingrédients de l'aliment pour bovins. Résidus de blé, concentré de luzerne, extrait de betterave et même des petits pois. Mais le plus important, c'est le soja qui apporte les protéines. Le soja, c'est cher, il faut l'importer des États-Unis et les cours font du yo-yo. Il suffit, par exemple, qu'il y ait ce qu'ils appellent le weather market, c'est-à-dire que soit il y a du mauvais temps, soit il y a la sécheresse, le soja peut partir de 2000 francs la tonne à 1500 francs la tonne. Donc actuellement, le prix du soja est très cher. Combien? 1500 francs. En 88, le cours du soja explose, 2000 francs la tonne. Solution de rechange, les farines animales britanniques. Elles sont bradées à l'export car Londres vient de les interdire pour raisons sanitaires. Leur principal débouché, la France. Est-ce qu'à l'époque, vous, par exemple, vous aviez été approché par les gens qui vendaient des farines anglaises? Cette année-là, pourtant, 16 000 tonnes de farine britannique bradée sont arrivées dans les ports bretons, un record. Mais aujourd'hui, aucun fabricant n'avoue avoir profité de l'aubaine. Les matières premières ne sont jamais achetées, si vous voulez, pour faire un profit même momentané. Bon, ceux qui ont fait peut-être un profit momentané, ils vont peut-être s'en rappeler aussi pendant un certain temps. Et ça peut être qui dans cette chaîne-là? C'est la loi du silence. Il a fallu attendre 1 an pour que la France interdise à son tour ses farines dans l'aliment du bovin. Mais le mal était fait. 22 cas de vaches folles en France, c'est très peu sur un cheptel de 20 millions de têtes, mais cela a suffi à faire baisser la consommation de 20%. Et pourtant, toutes les vaches ne sont pas nourries comme des laitières. Il existe aussi en France des élevages traditionnels qui échappent à la logique productiviste. Elles aiment bien être caressées. On les appelle les bêtes à viande, c'est l'autre moitié du cheptel français. Camille Guilloux en élève une centaine, des charolaises, engraissées uniquement pour leur viande. Et ça, c'est la Rolls de la viande. C'est surtout le cul qui prime. Bon, il y a meilleur que ça. Ouais, là, il y a une qui est pas trop mal, vous voyez. Vous voyez un peu les formes. Les formes, c'est derrière, vous voyez, c'est là qu'il est le steak. Élevées sur le pré, les bêtes de race à viande mangent principalement de l'herbe. Les granulés, c'est grand maximum 10% de leur consommation, 3 fois moins que chez les laitières. Et chez Camille Guilloux, c'est même 0% d'additifs. On est très loin de l'élevage industriel. L'élevage industriel, on peut augmenter la consommation à une bête. Tandis qu'ici, quand elle aura mangé, elle va se coucher. Là, elles vont toutes manger en même temps. Vous voyez, elles vont se lever, je sais pas, il y a comme un signal, il y a des chefs aussi dans la bande. Hein. Si une se lève, elles se lèvent toutes et elles vont manger pendant une demi-heure. Et elles ont des périodes dans la journée, et après elles vont toutes se coucher. Vous ne pouvez pas les obliger à manger plus. Injustice, ces éleveurs traditionnels sont les plus pénalisés par la crise actuelle. Car eux ne peuvent pas se rattraper sur les ventes de lait, leur seul débouché, c'est la viande. Rostrenin dans le centre-Bretagne, mercredi, c'est le jour du marché aux bestiaux. 215, 480, la même série. Les éleveurs sont déprimés, leurs bêtes ne valent plus grand-chose, même si l'on parle en ancien franc. 325, 30 000, 35, 40 000, 45, 50, 55, 60 000, 360 000, 62, 360 000. Et ça, vous espérez le vendre combien, celui-là? 4 500 peut-être, ouais. Suivant le cours qu'il va y avoir aujourd'hui. Ça serait bien ou c'est... Oh non, ça ne va pas du tout. Il y a 2000 francs par tête de moins toujours. De 2000 à 2005, suivant la bête. Comment détermine-t-on le prix d'une bête? On commence par la peser. Celle-ci fait 621 kilos, soit environ 300 kilos de viande.
Comme une voiture, une bête ne peut se vendre qu'avec sa carte grise. Cette fiche rose qui indique sa race, son sexe, mais surtout son lieu de naissance et d'élevage. Elle la suivra jusqu'à la boucherie. Ceux qui font les prix, ce sont les acheteurs, des intermédiaires qui revendent aux abattoirs. Ils prennent au passage 5% de commission, soit 2 à 300 francs par bête. 208, 540. La vente se fait aux enchères. Il suffit pour les acheteurs d'appuyer sur un petit bouton et le prix monte de 50 francs. 220 000. Notre éleveur voulait tirer 4 500 francs de sa bête. Il devra se contenter de beaucoup moins. Vous avez vendu combien votre bête? 3 850. Qui est-ce qui l'a acheté? Vous ne saurez pas ça? Non, je ne sais pas, il faudrait que je prenne le chèque. Alors vous êtes déçu Ah, sûr. Il faut être déçu, ça c'est lamentable. Hein. Là, il y en a ras-le-bol, quoi. Parce que franchement, ça peut plus durer comme ça. Hein. Parce que bon, et arrêtez de payer, quoi. On n'a pas de sous, on ne paye pas. Hein. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Hein. Avant 6 mois d'ici. Dans 2-3 mois d'ici, ça y est. Ne rien payer, ne rien vendre, ni ne rien acheter. Bloquer le commerce, il faudrait faire. Terminé. Les éleveurs se plaignent, évidemment, ils voient le cours chuter, ils disent on vend nos bêtes moins chères, et pourtant à l'arrivée, le kilo de viande est toujours aussi cher dans la boucherie. Alors Attention, justement, c'est que le kilo de viande à la boucherie, les meilleurs morceaux sont chers. Les gens mangent le filet, le faux filet, le rhum sec. Et puis le reste, rien. Le reste va en l'air. Donc on ne vend que 8% de la bête qui est revalorisée. Le reste va pour les chiens. Pierrick Quiliou est artisan boucher. Ça devient rare, il achète lui-même ses bêtes vivantes. Une limousine et une charolaise, comme la plupart des petits bouchers, il ne se fournit qu'en bêtes à viande, pas question d'acheter une laitière. une mauvaise bête sur ce qu'on voit ici. Les mauvaises bêtes, c'est des vieilles vaches, des trucs comme ça. Ça, personne n'en veut. Ces deux bêtes, il les a payées 6 000 francs pièce. Combien vont-elles lui rapporter? Pour le savoir, nous sommes allés le retrouver dans sa boucherie de Calac, dans les Côtes-d'Armor. 35, Voici la bête. Sur 260 kilos de viande, il en vendra à peine le tiers, et pas n'importe quel morceau. Cette bête-là, les bons morceaux qui vont être vendus, ça va être juste cette partie ici. Juste celle-là. Le dos, alors? Voilà, le dos. Voilà. Le dos, dans le dos, il y a quoi comme morceau de... Donc, là, il y a le rhum steak, il y a le filet en dessous et le faux filet entre côtes. Réflexe irrationnel, depuis la crise de la vache folle, les consommateurs n'achètent plus que les beaux morceaux. Alors le boucher les vend toujours aussi cher, entre 100 et 150 francs le kilo, pour compenser la mévente des autres morceaux. Sa bête achetée 6 000 francs, il en tirera 7 000 francs. Le bénéfice couvrira tout juste les charges de la boutique. Basta. Mais le petit boucher artisanal, c'est devenu l'exception. Aujourd'hui, 2 steaks sur 3 sont vendus en grande surface. Pas toujours facile d'y pénétrer. Après 3 jours de démarche, ce continent de Quimper a refusé de nous recevoir. Juste à côté, dans la galerie marchande, il y a un petit boucher 20% plus cher que le supermarché. Nous avons cherché à savoir pourquoi. Réponse, ce n'est pas la même viande. Il achète directement ses bêtes aux éleveurs et il tient à nous montrer les certificats d'origine, bêtes à viande charolaise et limousine. La viande du supermarché, ça les fait visiblement bien rigoler. Et quelle est la différence entre la viande qu'on vend ici et celle qu'on vend dans le supermarché juste à côté? Ben, je sais pas, ici on désosse la viande encore, mais je ne sais pas s'ils savent désosser à côté. Ouais. Vous l'avez déjà goûté la viande d'à côté? Non. Et vous pensez que c'est quoi? C'est comme type de viande? Ah, je sais pas. Je vais pas quand même. Je suis copain avec le chef d'à côté, alors je vais quand même pas le complètement l'assommer. Dans l'ensemble de la grande distribution, on fournit la viande uniquement issue du troupeau laitier. Et qui dit troupeau laitier dit bête quelquefois fatiguée de donner du lait. Les carcasses sont moins viandées, sont plus sèches. Pour savoir exactement ce qui se vend en supermarché, le mieux c'est de remonter à ceux qui les fournissent. L'abattoir industriel SVA à Vitré, c'est le plus gros de France, c'est aussi le principal fournisseur de la chaîne Intermarché. Ici, on se croirait dans une clinique, obsession l'hygiène. Blouse blanche pour les hommes, musique classique pour les condamnés. Nous avons essayé d'aller très loin. Donc, vous avez vu, il y a de la paille par terre, il y a une pluie qui tombe sur les animaux et de la musique.
Tout ça pourquoi? Pour d'abord les mettre dans le calme, essayer de les perturber le moins possible pour que les animaux ne soient pas stressés. C'est très important, surtout pour la suite, pour que la viande soit de bonne qualité. 1000 bêtes sont abattues ici chaque jour et il suffit d'un coup d'œil pour le constater. Plus de la moitié sont des vaches laitières de réforme, reconnaissables à leur robe bicolore. Ensuite, tout va très vite. En moins d'une demi-heure, les bêtes vont être transformées en carcasses. Les prix, c'est lui qui les fixe avec son tampon encreur. Il y a 5 qualités de viande et il les juge au premier coup d'œil. Alors celle-là, elle est classée R3. Alors R, donc c'est plutôt pas bon ça. C'est plutôt bas de gamme ça. Milieu de gamme, milieu de gamme. Et c'est une question de qualité de viande. De conformation. Hein? Mais à l'arrivée, c'est la qualité de la viande, ça va changer le prix. Ça fait la fonction du prix. Et le prix au kilo, il peut passer du simple au double selon qu'on a affaire à une jeune charolaise ou une vieille vache laitière. Ça, c'est de la vache de réforme, c'est de la vache laitière. Ça, c'est une race à lait laitière, les vaches noires que l'on voit dans les étapes. Entre une vache et une jaunisse, il y a quand même une qualité gustative qui est quand même... Bref, il y a viande et viande. C'est ici qu'est préparée celle qui partira vers les supermarchés. Jusqu'au bout de la chaîne, les étiquettes indiquant provenance et catégorie suivent le produit. Mais comment le consommateur est-il informé? Rendez-vous à 10 km de Vitré, Intermarché, principal client de SVA. Nous sommes d'ailleurs accompagnés par un responsable de l'abattoir, l'homme à la moustache. Ici comme ailleurs, les étiquettes ne nous apprennent pas grand-chose. Noix de bœuf, beefsteak, plat de côte. Le faux filet est à 89 francs 90 le kilo, 10 francs moins cher que chez le boucher. On nous assure que c'est de la bête à viande, sans préciser plus. C'est de la charolaise. On ne peut pas savoir l'espèce de bête. On peut pas savoir. On peut savoir l'origine, d'où elle vient, l'éleveur, mais on ne peut pas savoir si c'est de la charolaise ou autre chose. Ou de la limousine, ou de la blonde d'Aquitaine. Mais c'est nécessairement de la vache à viande. C'est nécessairement de la vache à viande et de la jaune. Une chose que je ne comprends pas, c'est que SVA, votre premier client, c'est Intermarché. À qui vendez-vous les 60% de vaches de réforme que vous produisez? On a effectivement des génisses à vendre, on a aussi des vaches de réforme à vendre. Et selon les régions, en France, on arrive à écouler l'ensemble des abattages que l'on peut effectuer à Vitré et dans nos abattoirs. Réponse de Normand, mais hors caméra, les professionnels ne font pas tant de mystère. La viande en barquette non identifiée, c'est 9 fois sur 10 de la vache de réforme. Et même quand elle se donne des airs haut de gamme, comme ce faux filet longue conservation, emballé sous vide avec photo, 10% plus cher que chez n'importe quel boucher. De quelle viande s'agit-il? Pour avoir la réponse, il faut retourner à l'abattoir, car c'est ici que le produit a été conçu et qu'il est emballé. Au niveau de l'origine de la bête, c'est quoi comme bête? Ça, c'est de la vache. De la vache laitière? De vache laitière. De 5 ans. La réponse est on ne peut plus claire, mais ça n'est pas marqué sur l'emballage. La seule information nouvelle qu'on veut bien nous donner depuis quelques mois, c'est celle-ci, l'inévitable étiquette viande française, mais ça n'est pas un critère de qualité. La garantie française n'est pas un critère de qualité, ça c'est certain. Par contre, c'est un critère de garantie d'origine. Une origine française qui ne nous en dit pas plus long sur la façon dont la bête a été élevée. Manger français, il paraît que ça rassure les consommateurs, mais tout de même, quand nous achetons du bœuf, comment savoir s'il s'agit d'une bête à viande nourrie à l'herbe ou d'une vieille vache laitière usée? Renseigner le consommateur serait un bon moyen de rétablir la confiance, mais jusqu'à nouvel ordre, la filière bovine ne juge pas utile de nous informer. Alors une filière assez opaque, on voit bien qu'il y a différents types de viande, mais à l'arrivée, quand on est dans son rayon de boucherie, on a du mal à faire la différence. Gérard Klein, vous êtes éleveur, vous élevez quel type de vache vous voulez? Des vaches de salaire. De quoi? Salaire, c'est la plus belle vache du monde. Oui, forcément. Non, donc c'est les belles, les grosses, celles qu'on a vues. Elles sont rouges à cajou avec des cornes immenses. Voilà, c'est les grosses vaches, les belles vaches. C'est des vaches qui vivent, un petit détail, pardon, qui vivent sur des terrains volcaniques. C'est-à-dire qu'une vache de salaire, les vaches d'Aubrac aussi, quand on les nourrit sur de l'herbe qui pousse sur un terrain volcanique,
elles profitent bien et elles ont une très bonne viande. Ce sont des vaches qui ne sont pas forcément faites, comme les Holstein qu'on voit, les noires et blanches, partout en France, pour fabriquer du lait. D'accord. On n'est pas des spécialistes. Non, mais c'est intéressant. Non, celles qui regardent passer les trains sont des Holstein. Voilà. Non, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on ne voit pas la différence quand on va acheter de la viande. C'est très difficile. Pourquoi est-ce qu'on voit si peu la différence et pourquoi est-ce que c'est si peu identifié? En fait, on identifie l'animal parfaitement. On peut savoir qui est sa mère, qui est son père, mais on ne peut pas savoir exactement ce que l'animal a mangé pendant sa vie. Et peut-être le progrès ou l'idée nouvelle à introduire serait d'avoir en même temps que la fiche de l'animal, la carte d'identité de l'animal, ses menus, en disant, ben voilà, cette vache-ci, c'est vrai que j'ai déposé un label, une marque, cette vache n'a mangé que de l'herbe, de l'orge, de l'avoine quand elle a vélé, parce que ça lui met un petit coup de fouet, des choses comme ça. Peut-être qu'il faudrait faire ça. Et quand on voit un boucher dans une grande surface ou ailleurs, moi je parle au boucher, je regarde sa tête, et je lui dis, bah tiens, je voudrais un morceau de bavette ou d'onglet, des choses comme ça. Je goûte la viande qu'il m'a vendue, moi c'est très très simple. Et si elle est mauvaise, ben il ne me revoit plus. C'est aussi simple que ça. Quelles sont les bonnes questions à poser à un boucher pour être sûr de prendre de la bonne viande? Bah déjà, il ne faut pas lui dire « je voudrais un beefsteak bien tendre », parce que ça le fait rire. Pas trop court derrière, c'est comme chez le coiffeur. Il faut simplement avoir... Si vous avez un morceau que vous aimez bien, la côte de bœuf ou un autre, vous prenez le morceau que vous aimez et vous regardez la couleur de la viande. C'est vrai qu'avec des éclairages, on peut arriver ici à avoir bonne mine ou mauvaise mine, et la viande, c'est la même chose. Alors revenons justement à l'abattoir. Vous dites, le boucher, vous savez un peu faire la différence. Celui qui ne sait pas vraiment faire la différence, comment il peut faire? On a vu que dans l'abattoir, il y avait deux types de vaches, et que dans le rayon de l'hypermarché, tout ça n'était pas très identifié. Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que les agriculteurs pourraient s'organiser entre eux? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour... il faudrait peut-être, voilà, parce qu'il existe des fédérations, des rassemblements d'agriculteurs, des syndicats. Le gouvernement donne des primes, ça c'est une chose. Mais moi, je me promène beaucoup en France, puisque je fais des émissions un peu partout. Et je constate que dans le fond de la France, les gens ont du mal à se rassembler. C'est-à-dire, il n'y a que dans les cas de crise où tous les agriculteurs vont sortir pour aller rouspéter, bien sûr. Mais en fait, dans la Haute-Loire, là où je suis, je connais des gens à côté de chez moi qui font dans le Puy-de-Dôme ou ailleurs, des très 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 bonnes bêtes à l'herbe. Mais ces gens-là n'ont accès qu'à un réseau classique de vente. C'est-à-dire, j'ai des gens au téléphone aujourd'hui et hier qui me disaient, on a vendu des broutards, c'est-à-dire des veaux qui têtent pratiquement plus la mer et qui mangent de l'herbe, on les a vendus 8-9 francs le kilo, ce qui n'est rien, ce qui n'est pas assez cher. Parce que ces gens-là n'ont pas accès à d'autres... Il n'existe pas d'autres réseaux de vente des animaux que des réseaux parfaitement organisés. Donc les prix sont bien sûr tenus. Il faudrait qu'ils se regroupent, en fait. Il faudrait créer une force de frappe plus puissante, etc. Mais il faudrait que ces gens prennent confiance en leurs voisins, peut-être, en disant, tiens, celui-ci peut m'apporter quelque chose. Lui fait aussi des belles vaches, et on va se grouper tous les deux, et puis tous les trois, puis tous les quatre. On fera un label et on dira, nous, on vous vend des viandes. Et c'est pas le cas, ça? C'est pas le cas? Il faut pas confiance aux voisins? C'est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que les gens, dans les campagnes, les gens sont un peu isolés. C'est vrai que la mécanisation de l'agriculture a créé une espèce d'isolement des fermes par rapport aux autres, parce qu'on est tout seul dans son tracteur. On n'est plus à 3 ou 4 avec les mêmes chevaux pour se dépêcher à faire les foins. Donc il y a un isolement. Et c'est vrai que les gens ne sont pas forcément proches les uns des autres dans la campagne. Donc c'est facile de jouer avec des gens isolés. Alors il y a clairement une crise de confiance, il ne faut pas non plus tomber dans l'amalgame en disant que la viande est forcément mauvaise. C'est vrai que cette histoire de la vache folle a créé des fantasmes très très forts, très puissants. Pour dire les choses simplement, il n'y a aucune certitude aujourd'hui sur la transmission à l'homme par voie alimentaire de cette maladie de la vache folle. On ne le saura de manière certaine pas avant 2 ou 3 ans. Bon, il y a des présomptions fortes, mais il n'y a aucune certitude. 2 ou 3 ans. Et puis aujourd'hui, il y aurait eu 729 000 bovins éventuellement contaminés qui auraient été consommés. C'est beaucoup en soi, mais il faut savoir qu'il y a 500 fois plus de bovins sains, 500 fois plus qui ont été mangés que de bovins éventuellement contaminés. Alors, il n'empêche que cette crise de confiance, elle est manifeste dans les chiffres. Quand on voit la consommation de viande, elle a fortement chuté. En 95, c'est la courbe en bleu. Voilà ce que l'on consommait chaque mois. En viande rouge, en viande de bœuf. En 96, ça partait exactement comme l'année d'avant. Et puis quand on a eu connaissance de cette crise de la vache folle, de cette maladie de la vache folle, chute de la consommation, moins 21% aujourd'hui. Les derniers chiffres, ceux du mois d'août, semblent remonter. Ils ne sont pas encore définitifs, mais il semble que cela remonte. Est-ce que vous faites partie, Gérard Klein, de ceux qui disent, en dehors de la viande, d'une manière générale, aujourd'hui, on mange plus aussi sain, entre guillemets, qu'avant. L'alimentation n'est plus aussi saine, elle n'est plus aussi naturelle.
Non, moi je dis pas ça, mais je choisis ce que je mange. Les gens peuvent choisir, on a le droit de choisir. C'est pas la peine de faire des grands discours en disant tout est mauvais, tout n'est pas mauvais, c'est pas vrai. Il faut avoir un peu de discernement et choisir. Est-ce que le bio, par exemple, vous tente? Oui, mais moi je consomme le matin des petits déjeuners cousmines avec des céréales, avec des choses comme ça. On a le droit de savoir ce qu'on mange et de s'alimenter correctement, non? Pour être à peu près en état. Sinon, on devient une grosse vache. Les grosses vaches ne sont pas forcément les meilleures à manger. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Que le bio, par exemple, je vous posais la question parce que c'est un secteur qui se développe très très fortement. Aujourd'hui, il y a un vrai boom du bio. C'est encore un petit marché, mais qui connaît des croissances très très fortes. Alors ce sont tous les aliments issus de l'agriculture biologique. Sont-ils pour autant très différents des produits classiques? Sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? Ou tout cela n'est-il qu'une question d'image? Suivez l'enquête de Nicolas Balade. Un marché à Paris, un marché pas comme les autres. Et puis les petits fromages frais aussi. Madame, pourquoi vous venez sur ce marché? Parce que ce sont des produits biologiques. Et oui, sur ce marché, on ne trouve que des produits biologiques. Et des marchés comme celui-ci, il en existe une trentaine, rien qu'en Île-de-France. Elles sont pas belles, mes salades? De la salade, en passant par la charcuterie, ici tout est bio, même la viande. Ouais, il me reste plus de temps. On l'achetait souvent chez le boucher, mais depuis l'affaire de la vache folle, on en a continué à en acheter, mais on l'achète plus que bio. Je suppose que c'est moins traficoté, qu'il y a moins de produits chimiques dedans. C'est quoi la première motivation? La santé, manger bon et manger sain. Manger sain, c'est l'idée qui fait acheter. En plus des marchés, il existe 2000 points de vente en France, des boutiques de diététique ou des commerces de quartier. Et la consommation explose, plus 20% l'an dernier. Le bio n'est plus réservé à une poignée d'initiés. Il existe même désormais des supermarchés du genre. Exemple, ici, 300 mètres carrés de surface de vente, c'est l'équivalent d'une grosse supérette. On n'y vend que des produits bio. Le patron, c'est Alain Mugler, il a inauguré ce magasin l'année dernière. Pour lui, il n'était pas question d'ouvrir une petite boutique, comme il en existe déjà tant d'autres. Pour pouvoir trouver tous ces produits dans un même magasin, faire un petit magasin de 40 mètres carrés, je me suis rendu compte que c'était pas possible, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les rayons pour mettre les produits. Donc l'idée d'un concept de magasin style supérette ou supermarché, entre guillemets, s'est imposée à moi et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Car ici, on trouve dans un même lieu plus de 4000 produits bio différents. Et ça marche, 1700 clients par semaine, c'est 3 fois plus que prévu. Il y a de quoi faire un marché complet. Des crèmes dessert, des bouteilles de vin, mais également de la bière, des pizzas, du fromage, des petits déjeuners instantanés. Et personne n'est oublié. Voilà, alors ça c'est très curieux, je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Les produits pour chiens et pour chats. C'est sa meilleure vente, 600 boîtes par semaine. On trouve vraiment tout en version bio. Pourtant, dans le rayon produits frais, il n'y a pas le célèbre yaourt bio de Danone, mais cette absence a une explication. Ils ont bien évidemment récupéré un petit peu le créneau, mais ils ne sont pas bio. Ah, le yaourt bio de Danone n'est pas bio? Non. Il faut aller dans un supermarché classique pour trouver le produit star des yaourts. Bio vante des vertus diététiques, grâce notamment à son bifidus actif, mais ce n'est pas un produit bio. Nous les avons rencontrés parce que ça posait effectivement un problème d'information du consommateur. Et donc nous sommes mis d'accord pour porter sur le produit une appellation qui ne prête aucune confusion pour le consommateur, parce que l'appellation en elle-même pouvait prêter à confusion. Ce produit n'est pas issu de l'agriculture biologique, c'est écrit en petit sur l'emballage depuis peu. Alors comment reconnaître un vrai produit bio? La réglementation est précise, il doit contenir 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, c'est-à-dire cultivés sans pesticides ni engrais chimiques. Pour que le consommateur s'y retrouve, il y a un label officiel. Vous avez un logo qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez, c'est très parlant. A, B, c'est-à-dire agriculture biologique. Ce logo, c'est le must du bio. Mais dans les rayons, on trouve d'autres produits presque bio qui n'ont pas droit à ce label. Exemple, ce paquet de biscuits. Il est composé à 73% de produits issus de l'agriculture biologique. Il a le droit de l'écrire sur l'emballage à partir du moment où c'est plus de 70%. Vous avez eu pour combien? 49,50. Et pourquoi? Pour une salade, des cerises, des abricots, un radis noir,
Voilà. C'est cher ou pas? Ouais, c'est cher. Ouais. Et oui, l'autre particularité des produits bio, c'est leur prix. Les tomates à 24 francs le kilo, sur un marché classique, ce serait 9 francs. 12 francs pour ces pommes de terre, comptez 5 francs ailleurs. Une boîte de 6 œufs, habituellement, c'est entre 6 et 7 francs. En version bio, comptez 12 francs 60. Le litre de jus d'orange n'affiche pas 8 à 15 francs, mais 21 francs 40. Et le jambon blanc n'échappe pas à la surenchère, 102 francs le kilo. En moyenne, quand on compare un produit bio à un produit classique équivalent, le bio, c'est 80% plus cher. Pourquoi? Réponse sur le lieu de production. Nous sommes en Haute-Garonne, chez l'un des 4000 agriculteurs biologiques de France. C'est l'exploitation d'Alain Gomis. Plus de 100 hectares entièrement consacrés à la culture de céréales biologiques. Il a arrêté l'agriculture classique il y a 7 ans. Depuis, les céréales qu'il produit, il ne les vend plus au même prix. Exemple, avec une variété de blé qu'il vient juste de récolter. C'est un blé qui permet d'améliorer les farines. Il est bio là? Oui, il est bio, tout est bio dans l'exploitation. Et combien il vaut celui-là? Il vaudrait 2 francs 10. S'il a la bonne qualité, 2 francs 10. S'il n'a pas de bonne qualité, 1 franc 70. Et dans l'agriculture classique, c'est combien ça? Il vaut 1 franc. Ah oui, donc c'est le double là? C'est quasiment le double. Comme toutes les productions qu'on a en biologique, c'est le double. Que ce soit tournesol, blé. Les prix de vente sont doubles, mais privés d'engrais chimiques, les rendements s'en ressentent. Alain Gomis produit 2 fois moins à l'hectare. Et puis l'agriculture biologique, c'est plus risqué. Regardez ce champ. Cela devrait être du pois chiche. Pourtant, ce ne sont que des mauvaises herbes. Bien que ce soit une plante très rustique, la pois chiche, s'il y a trop de concurrence, elle ne va pas pousser. Donc à cause des mauvaises herbes, votre rendement, il chute? Là, actuellement, sur la tournière, il n'y a rien. Ça, c'est sûr. Et voilà toute une partie de son pois chiche impropre à la récolte. C'est une perte sèche. Il a sauvé le reste du champ en désherbant mécaniquement. Autre inconvénient de la culture bio, les maladies. Alain Gomis ne peut pas traiter ses champs. Cette année, il n'a pu garder que la moitié de cette production de fèves. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 15 000 francs à peu près sur cette culture. J'ai pu juste payer mon travail, c'est tout. Ça vous arrive souvent des maladies comme ça? Oui, chaque année, il y a une culture qui a une maladie. Oui. C'est pour ça que vous faites plein de cultures différentes? Voilà, alors j'ai 6 cultures différentes, c'est pour ça, pour essayer de minimiser les risques. Certes, il y a plus de risques, mais économiquement, la culture bio a un énorme avantage, elle entraîne beaucoup moins de dépenses. Pour le comprendre, il suffit d'aller chez le voisin, qui est lui dans l'agriculture classique. Toute la différence entre les deux modes de culture est là, enfermée dans cette armoire. Ça, ces produits-là, c'est des produits chimiques? Ça, voilà. Ouais, c'est chimique, hein, donc c'est des fongicides, c'est des désherbants, c'est des insecticides. Ce sont tous les produits que... Et ça, c'est interdit pour la culture bio. Ouais. Complètement interdit, oui. Mais le contenu de cette armoire a un coût. Ça coûte assez cher. Ce sont des produits qui sont de plus en plus concentrés et qui coûtent relativement cher. Vous voyez, par exemple, un fongicide là, bon, comme ce bidon-là, là vous en avez pour 300 francs. Et ça fait combien d'hectares, ça? 1 hectare. Hein. Ah oui, donc 300 francs l'hectare, déjà rien que pour ça. Rien que pour ça, pour un seul passage de fongicide. À savoir que sur les blés durs, on passe 2 fois. Ici, dans la région, des fois 3, mais bon, plutôt 2 fois. Ça correspond quand même à 600 francs déjà de charge pour les maladies seulement. Et quand on additionne tous ces produits, on arrive à une dépense de 2000 francs par hectare. L'exploitation d'Alain Gomis fait 100 hectares. Se passer de ces produits, c'est donc faire une économie annuelle de 200 000 francs. Je gagne plus que quand j'étais en chimique. En chimique, j'étais en déficit chronique. Actuellement, je suis en bénéfice depuis 3 ans, depuis que je suis vraiment toute l'exploitation en bio. Voilà. À surface égale, vous gagnez beaucoup mieux. Beaucoup, c'est pas le mot, mais je gagne mieux. Voilà. Faut pas dire qu'on gagne trop en France. On peut estimer son revenu mensuel à près de 20 000 francs. Il gagnait à peine 8 000 francs quand il était agriculteur classique. On comprend qu'il ait le sourire. Il y a 150 000 francs qui sont au soleil, là, en train de mûrir. L'agriculture biologique est une bonne affaire, mais pour gagner encore plus, on pourrait être tenté de tricher, comme ajouter quelques produits interdits pour augmenter les rendements. Mais attention, pour éviter la triche, il y a des inspecteurs. Sébastien de Truchy est ingénieur agricole. Il travaille pour un organisme indépendant chargé justement de surveiller les agriculteurs bio. Il visite une centaine de fermes par an. Aujourd'hui, il est dans le Gers. Au programme, contrôler une exploitation céréalière. C'est celle de Paul Barada.
Première étape, le contrôle de la comptabilité. L'agriculteur doit mettre à sa disposition tous les documents de son exploitation et l'inspecteur va les éplucher scrupuleusement. Je cherche des factures qui pourraient indiquer l'utilisation de produits qui ne soient pas autorisés en agriculture biologique. Deuxième étape, vérifier les ventes de l'agriculteur. S'il a vendu plus qu'il ne peut produire, il y a certainement triche. Il pourrait avoir acheté son blé à l'extérieur, avoir acheté une partie du blé pour compléter sa vente, quoi. Et quel serait l'intérêt de ça? De vendre à un prix plus élevé, puisque les produits bio sont vendus plus chers, puisqu'ils sont plus difficiles à obtenir. Donc il pourrait mélanger des produits classiques et des produits bio? Voilà. Et le revendre ensuite en agriculture bio avec peut-être 30 centimes de plus au kilo. Après 2 heures plongé dans les factures, l'inspecteur poursuit son enquête sur le terrain. Vous avez rien là de stocké, particulier? Non. À déclarer avant? Non. Il va tout regarder. Ça c'est charbon, ici, poubelle. Tous les sacs. Qui concerne l'agriculture. Toutes les pièces. L'épandeur à engrais, c'est pour... Toutes les traces possibles de produits interdits. Et dehors, vérifier la présence des outils nécessaires à une vraie agriculture bio. Vous faites une véritable enquête policière, là? Oui, une enquête précise. Il faut voir chacun des points et aller jusqu'au bout. En tout cas, je peux vous dire que le producteur le ressent comme tel. Dernière étape, c'est la plus importante, elle se déroule directement dans les champs. Première impression. On voit aussi encore un grand nombre d'insectes, on voit aussi des feuilles attaquées. On n'a pas un champ qui est parfait. Donc c'est aussi bon signe. Voilà. On pourrait aller traverser un peu plus la parcelle, aller voir un peu de l'autre côté. Vous allez voir quoi comme champ là-bas? On va aller voir un peu plus loin parce que ici on est près de la maison. Donc on a intérêt à bien maintenir près de la maison. On peut aller plus loin aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Un prélèvement pour analyse. Des feuilles, s'il y a eu un traitement type fongicide ou insecticide. Et Sébastien de Truchy va cueillir des échantillons de cette culture de tournesol un peu partout dans le champ. Un seau parfaitement propre pour éviter de ramener des produits de l'un à l'autre. Ces feuilles sont destinées à un laboratoire d'analyse. Pour qu'il n'y ait pas de contestation, il va les mettre sous scellé devant l'agriculteur comme une véritable pièce à conviction. Et si jamais les tests révèlent la présence de produits interdits, l'agriculteur risque gros. Les sanctions pour un produit interdit peuvent aller jusque donc la perte de la licence et l'impossibilité pour le producteur, tout simplement, de vendre ses produits dans le circuit bio. Pour l'année en cours, mais pour les années à venir aussi. Pour ce contrôle, l'agriculteur doit payer 3 300 francs. C'est à ce prix qu'il peut se faire certifier bio. Et cette certification est indispensable pour vendre sa production aux industriels du bio. Il existe déjà plus de 17 000 produits bio transformés. On en trouve de plus en plus dans les supermarchés classiques. Dans les rayons diététiques, les marques leaders s'appellent Björk, Gerblé et céréales. Mais les produits bio envahissent aussi les rayons d'alimentation classique. Au milieu des huiles, purées ou autres pâtes, une marque tente depuis mai dernier une percée. La vie, c'est le pari de Victor Scherer. Cet homme est un véritable professionnel de l'agroalimentaire. C'est lui qui a lancé en France les glaces Häagen-Dazs ou même le maïs géant vert. Il est également vice-président du CNPF. Aujourd'hui, il parie sur le bio. Rendez-vous avec Prise Unique, un des premiers distributeurs à lui avoir fait confiance. Au revoir, bonjour monsieur. 30 de ses produits sont présents dans leur supermarché. Réunion importante, on dissèque les premiers résultats de vente après 2 mois de présence en rayon. Par exemple, nous avons de très très bons scores sur l'huile d'olive, sur le pain grillé complet au levain, et puis sur les confitures. Quand vous imaginez que sur les produits d'épicerie, qui sont les produits les plus banalisés qu'on trouve dans nos magasins, après 2 mois de vente, ces produits réalisent entre 20 et 30% des ventes de l'article leader qui est implanté depuis très longtemps, qui a un support publicitaire extrêmement fort depuis des années, et qu'en 2 mois, avec un produit nouveau, non connu du consommateur, une marque non connue du consommateur, arriver à réaliser 20% des ventes du produit leader, nous considérons que c'est un très grand succès. Victor Scherer a installé son quartier général ici, à la Tour Montparnasse. Il sait que le marché du bio va tripler en 5 ans. Alors s'il s'y intéresse, ce n'est pas par philanthropie. Les affaires, le bon business est aussi celui qui fait de l'argent. Un business qui a un sens, un business qui est respectueux du consommateur et de son environnement,
est aussi un business qui doit être rentable. Mais ces produits bio sont-ils fabriqués différemment des produits classiques? Prenons l'exemple de ce pot de crème glacée. Il est fabriqué ici, près de Carcassonne. Nous sommes chez Pilpa, l'un des plus gros producteurs de glace classique. Dans ces usines sont fabriquées 10% des crèmes glacées vendues en France, soit 30 millions de litres de glace sous toutes ses formes et à tous les parfums. Et à quelques mètres de ces cônes à la vanille, il y a les pots de glace bio de Victor Scherer. Une crème glacée biologique, ça se fabrique exactement de la même façon qu'une crème glacée classique. Parfois dans les mêmes usines, comme ici. Il n'y a que les matières premières qui ne soient pas les mêmes. Il est bien évident que comme c'est une crème glacée, il y a le lait et la crème qui sont issus d'une ferme biologique et ce sont ces produits qui coûtent beaucoup plus cher que nos produits classiques. Quel écart à peu près? Sur la crème, par exemple, c'est de 1 à 3. Et comme la crème fraîche, c'est l'ingrédient principal, on peut en déduire qu'une glace biologique doit coûter vraiment beaucoup plus cher à fabriquer. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce pot de glace bio La Vie coûte prix sortie usine 8 francs, contre 7 francs en glace classique. Pour que le prix du produit bio se rapproche le plus possible de celui du produit standard, on a une astuce. Certains composants sont utilisés de façon inférieure dans un produit bio que dans un produit classique. Pour justement que l'écart soit le plus faible possible. Pour que l'écart de prix soit le plus faible possible. Exemple, ces petites pépites de chocolat. Elles coûtent très cher. Plus une glace en contient, plus elle est haut de gamme. Même chose pour ces morceaux de fruits. Alors dans la glace bio de Victor Scherer, on en met 2 fois moins. C'est ça qui permet de resserrer le coût de fabrication. Mais au-delà de ce petit détail, il y a aussi une vraie différence d'aspect entre une glace bio et non bio. Démonstration et explication. Alors ça c'est la glace vanille bio. Voilà. Donc vous voyez, c'est une glace qui n'est pas jaune, plutôt grise. Et maintenant, une glace standard Pilpa. Voilà. Et la différence de couleur, c'est quoi? C'est biocolorant. Uniquement le colorant? Biocolorant, absolument. Donc ça, c'est quand même très significatif, là, comme différence. Et sinon, ça a à peu près le même goût? C'est le même goût, c'est le même goût. Il n'y a pas de différence de goût, sauf qu'il y a une différence de colorant. Exactement. Même goût avec des composants différents, mais alors, où se trouve la vraie différence? Nous sommes allés chercher une réponse dans un des plus grands laboratoires d'analyse alimentaire. Le journal Que Choisir leur a commandé une étude sur les produits biologiques. Au total, plus de 200 000 francs de frais de recherche pour comparer une trentaine de produits bio et leur équivalent en non bio. Pour cette étude, les chercheurs se sont intéressés au goût, à la qualité nutritionnelle et aux éventuelles traces de produits chimiques. Alors, résultat, ça donnait quoi alors? Les résultats, ils ne sont pas très clairs. On se rend compte qu'il y a une grande hétérogénéité dans les produits bio, entre autres, et on trouve le meilleur comme le pire. Exemple pour la valeur nutritionnelle, comparaison entre des jus d'orange. Sur des jus d'orange, là, on voit que ce bio, en fait, est beaucoup moins riche en sucre qu'un non bio. Mais si on regarde un peu plus loin, on se rend compte qu'on a un bio qui va être, lui, beaucoup plus riche en sucre. Donc on se rend compte que c'est plus une question de fabricant, de choix des oranges, de maturité, que de bio ou non bio. Pour le goût, c'est pareil. Le meilleur côtoie le pire. Alors reste l'élément essentiel, la présence ou non de résidus de produits chimiques. Nous n'avons trouvé aucun pesticide, ni dans les produits bio, ni dans les produits non bio. Donc de ce côté, je dirais égalité des deux côtés, pas de problème. À entendre les résultats de cette étude, il n'y aurait pas de différence flagrante entre les produits bio et les non bio. Il y a pourtant une bonne raison de manger bio. Si vous avez envie de faire le choix d'une agriculture qui soit moins intensive et a priori moins polluante, effectivement, là, vous avez raison de manger des produits bio. Mais je crois qu'il faut être clair sur les raisons pour lesquelles on mange ces produits. C'est pas parce qu'on a plus de vitamines, c'est parce qu'on choisit une agriculture différente. Manger des produits bio pour ne pas faire de mal à son corps n'aurait pas vraiment de sens. Par contre, pour faire moins de mal à la nature, c'est une certitude. Et préserver l'environnement, cela a un prix. Docteur Frédéric Salman, vous êtes nutritionniste. La première question que nous avons envie de vous poser après avoir vu ce reportage, elle est toute bête. Est-ce qu'il faut manger du bio? Est-ce que c'est meilleur pour la santé, de votre point de vue? Je veux dire oui et non. En ce qui concerne les bébés, les enfants, c'est très utile. Parce que si vous voulez, un bébé, un enfant, n'a pas les mêmes systèmes de détoxication hépatique qu'un adulte. Si vous donnez un verre de vin ou d'alcool à un bébé, vous pouvez le tuer. Parce que les enzymes hépatiques ne sont pas encore arrivées à maturité pour éliminer justement l'alcool.
Donc, ce qui veut dire que pour un enfant, un bébé, c'est utile d'avoir des produits bio parce que vous risquez d'avoir des effets cumulatifs à ce moment-là. D'ailleurs, que demain, là, tous les mères vont se précipiter pour acheter des produits bio pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut dire aussi que si elles achètent des produits pas bio, c'est très bien aussi? Très bien aussi. Bon. Je fais une parenthèse. En Allemagne, quasiment tous les petits pots pour bébés sont bio aujourd'hui. Donc, ça lance une tendance. Je veux dire que c'est mieux. Je pense qu'on y arrivera petit à petit. C'est mieux, et surtout pour les enfants. Voilà. Par contre, il y a des cas où le bio n'a aucun intérêt parce que sur le plan santé, ça ne va rien apporter de plus que des produits industriels qui sont tout à fait parfaits. D'ailleurs, les tests de Que Choisir, bon, c'est un test, hein, on pourrait en faire d'autres, et il ne donnerait pas forcément toujours les mêmes résultats, mais ce test-là n'apportait pas de qualité nutritionnelle, de goût manifestement meilleur sur les produits qui ont été testés. Non, bio, c'est pas forcément sain. C'est évident que vous avez des produits bio, il y a le pire et le meilleur. Vous allez avoir des produits bio réellement qui apportent un intérêt pour les bébés, par exemple, et d'autres cas de figure où ça présente vraiment aucun intérêt pour la santé. Aujourd'hui, de façon générale, diriez-vous que ce que nous mangeons est plus sain, plus équilibré que ce que nous mangions il y a 15 ou 20 ans? Vous savez, je crois qu'en France, on a toujours très bien mangé. On est au pays du ce qu'on appelle le French Paradox. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en France, on fait 3 fois moins d'infarctus du myocarde qu'aux États-Unis. Alors, on a fait des tas de recherches pour expliquer ça. Une des explications, c'est qu'il y a un petit verre de vin rouge à chaque repas, et c'est une très bonne méthode contre l'infarctus du myocarde, c'est de boire un peu de vin rouge. Il y a une recette comme ça pour éviter... Ah oui, je conseille aussi de consommer des poissons gras, notamment un tartare de saumon ou de thon 2-3 fois par semaine, parce que ça contient des oméga 3. Alors les oméga 3, c'est des bonnes graisses qui protègent votre cœur. Les Esquimaux, les habitants de certaines îles du Japon en consomment tout le temps, et c'est le taux le plus bas d'infarctus sur la planète. Donc 2-3 steaks de tartare de saumon plus un verre de vin rouge à chaque repas. Et vous diminuez de moitié vos risques cardiovasculaires. Vous voyez, c'est tout simple, la diététique, c'est pas forcément triste. Est-ce que demain, les aliments que nous mangerons intégreront de plus en plus cette préoccupation de santé? Il paraît qu'on parle déjà d'aliments anticancéreux. Comme vous venez de le dire pour l'infarctus, il y en a pour lutter contre le cancer. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que ça peut... Je pense que, vous savez, il y a une science aujourd'hui qui s'appelle l'épidémiologie, où on étudie différentes populations pour voir quel est le truc qu'elles ont pour avoir moins de certaines maladies. Je vous citais les Français avec le vin rouge, les Esquimaux et les Japonais avec le poisson gras, on va trouver les Crétois avec l'huile d'olive, etc. Et à chaque fois, on essaye d'extraire de chaque population le petit truc qui fait qu'ils sont protégés. Il faut se dépêcher, parce qu'au moment où on étudie ces modèles foutent le camp. On mange à New York comme à Tokyo, à Lille comme à Marseille. Si vous voulez, ces spécificités nutritionnelles de cuisine disparaissent vers une homogénéité, où on perd ces modèles, le principe étant d'extraire des trucs de ces populations au quotidien pour avoir une alimentation plus efficace. Pour le cancer, il n'y a pas encore réellement de travaux qui permettent d'être significatifs. Est-ce que demain, je repose la question, est-ce que demain on ira vers des aliments où la tendance, où la préoccupation de santé sera plus forte? Et si oui, pourquoi? Forcément, on ira vers des aliments de ce type parce qu'on vit de plus en plus longtemps et l'alimentation est un point clé de la santé. On parlait des infarctus du myocarde, 50% proviennent d'un problème nutritionnel. Donc c'est évident qu'à travers la nutrition, puisque certaines populations aujourd'hui sont protégées par leur système alimentaire, on retrouvera au supermarché ces principes, comme par exemple des aliments supplémentés en oméga 3. Alors, merci. Nous allons regarder maintenant un petit peu avec quelqu'un qui est un spécialiste des aliments du futur, ce que nous mangerons dans les années à venir. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que nous avons mangé de plus en plus dans les dernières années. Et on se rend compte que les produits stars de ces dernières années, en tête les surgelés, c'est pas étonnant. La moitié des ménages possèdent un congélateur et un micro-ondes aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Et puis, il y a aussi les crèmes glacées, parmi les plus fortes progressions alimentaires, le yaourt, l'eau minérale et l'avocat. Donc les surgelés, alors, qui détiennent leur corps, plus 900%. Est-ce que demain, Xavier Terlet, vous surveillez un peu tout ce qu'on pourrait manger? Est-ce que ces tendances santé, déjà, elles se manifestent dans certains pays? Oui, oui, comment et où? Absolument. La tendance santé est une tendance très très forte, alors qu'il démarre au Japon. Les Japonais sont les spécialistes des aliments santé. Voilà par exemple un yaourt. C'est un yaourt à l'aloe. L'aloe est d'habitude utilisé dans les cosmétiques. Là, c'est un yaourt qui vise à donner une belle peau.
Une belle peau. Un yaourt pour la peau. Un yaourt pour la peau. Voilà. Vous avez des chewing-gums aussi? Vous avez même des chewing-gums. Ce chewing-gum, c'est un chewing-gum. Non, pas pour la peau, c'est pour la gorge, c'est pour le rhume. Avec ce produit-là, a priori, vous soignez votre rhume. Donc dans la tendance un peu aliment santé, il y a pour le rhume et pour la peau. Et même au Japon, on a même également des produits qui promettent de lutter contre le cancer. Vous parliez effectivement de produits anticancéreux. On a cette promesse-là dans certains produits au Japon. Et il y a des grandes marques françaises qui... absolument. Voilà un produit qui s'appelle Actimel Cholesterol Control. Comme son nom l'indique, c'est un produit qui aide à lutter contre le cholestérol. C'est un yaourt, en fait, on veut dire. C'est un yaourt. C'est un yaourt. D'une grande marque, d'une marque très connue. D'une marque très connue, effectivement, qui est commercialisée en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et peut-être bientôt en France. Et peut-être, pourquoi pas, bientôt en France. Alors, il y a les boissons énergisantes aussi. Alors ça, c'est une autre promesse. Cet été, il y en avait partout. Alors, il y en avait partout en France. C'est un boom en France cet été. Ça existe depuis pas mal de temps en Autriche, en Allemagne, en Angleterre, depuis 2-3 ans. Alors, effectivement, ça, c'est un produit américain, XTC. Alors, ce qui est amusant, XTC, c'est ecstasy. Ecstasy est l'abréviation d'ecstasy. On voit dans quel registre on est. Donc, bien sûr, ça n'a aucun rapport. C'est un produit à base de guarana, de caféine et autres taurines qui sont des excitants. C'est pour tenir toute la nuit. C'est pour... ça vise une population très jeune. Alors, on s'aperçoit aussi qu'en France, ce type de produit arrive en force, puisque là, une filiale d'un grand groupe français vient de lancer cette gamme d'énergie drink, de boissons énergisantes. Alors, il y a aussi une tendance qui est toujours payante, c'est le côté pratique. Le consommateur, il veut se faciliter la vie, il veut pas être ennuyé. Alors, voilà quelques exemples assez intéressants. Ce produit-là, ça, c'est une tasse de café. Tasse de chocolat, pardon. Voilà la tasse de café. Vous l'ouvrez, vous appuyez sur le fond, 40 secondes après, c'est chaud. Donc là, c'est pratique, c'est amusant, c'est pratique. Il y a aussi le substitut de repas. Voilà, c'est un substitut de repas. Sur le packaging, c'est très sympathique, c'est très agréable. On le retourne, on voit qu'effectivement, on a des petits toasts avec un tube de fromage et un tube de jambon. C'est effrayant, ça. C'est effrayant, c'est 136 calories, c'est effrayant. C'est bon, ça, docteur, les 136 calories, là, Je suis consterné par ce produit. Ah bon? Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ça existe, c'est une marque distributeur anglaise. C'est 136 calories, vous avez envie de grignoter toute la journée. Parce que c'était une telle frustration, ce tube sur ces barquettes. Donc vous ne croyez pas tellement au substitut? Ça peut fonctionner dans certains cas pour démarrer un régime, mais en tous les cas, ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit dans un état de frustration ou de tristesse. Tout à fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un distributeur qui a lancé ce produit-là à sa propre marque. On finit avec... Alors le consommateur, il a envie aussi de se faire plaisir. Avant tout, c'est la tendance fondamentale, c'est la recherche de plaisir. Alors voilà quelques produits qui sont un petit peu originaux. Là, on connaît bien sûr le tube de mayonnaise, le tube de ketchup. Voilà le tube de mayonnaise et ketchup. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en appuyant dessus, c'est la manière du dentifrice, ça rayure. Montrez. Voilà, on peut essayer. Ouais, bah oui. On voit. Je peux l'ouvrir. Ouais. C'est comme le signal en fait. C'est un peu comme du signal. Voilà, Hop, voilà. Ouais, on voit, oui, alors on voit, vous avez les rayures. Il y a de la mayonnaise et de la moutarde. La mayonnaise et du ketchup. Et puis un produit, moi je l'aime beaucoup parce qu'il est très beau. Vous voyez, des petites bulles de gélifié en suspension. Je ne l'ai pas goûté, donc je peux pas vous dire s'il est bon. Mais en tout cas, c'est très beau. Et vous pouvez le secouer. Les bulles restent toujours en suspension. C'est agréable. C'est un produit qui est commercialisé en Australie. Très bien. Merci. Alors justement, on va terminer cette émission avec les produits qui seront peut-être des produits aussi de l'an 2000. Ce sont tous les légumes qui sont faits avec les nouvelles sciences de la génétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la génétique arrive dans l'alimentation. Ça, c'est un phénomène assez marquant. Thierry Ornay est allé regarder à quoi ressemblent les légumes que nous mangerons demain, comment on joue sur les goûts, sur les couleurs, sur les formes. Ce sont de très beaux produits, très belle présentation. C'est une nouvelle race de légumes. Reportage de Thierry Ornay. Alors ça, ce sont des plantes de melon, des jeunes plantes de melon qui sont âgées d'à peu près entre 15 jours et 3 semaines, sur lesquelles on a déposé des pucerons. Lorsqu'on dépose les pucerons sur une plante sensible, les pucerons vont se développer, alors que lorsqu'on dépose les pucerons sur une plante résistante, eh bien, il n'y a pas de pucerons. Il y en a un qui se trouve ici. Ces plants de melon découverts en Extrême-Orient, qui mettent en fuite les pucerons, c'est une aubaine pour les chercheurs. Car chaque année, des colonies de ces vilaines petites bêtes s'attaquent à nos melons et dévastent les récoltes. Par croisement avec cette variété orientale, on a obtenu un melon qui se défend tout seul. Le puceron n'aimant pas la plante, mais va quitter la plante, il va se noyer. Donc le puceron préfère se noyer plutôt que de rester sur une plante résistante. Nous sommes dans la région d'Avignon, sur les terres de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. C'est ici que l'on met au point les légumes et les fruits que nous mangerons demain.
Nous avons à la station en collection à peu près 1200 variétés de tomates, 1200 variétés de piments, 600 variétés de melons qui viennent du monde entier. C'est ce qu'on appelle les ressources génétiques ou les collections variétales et dans laquelle on va puiser des caractères intéressants pour le producteur ou pour le consommateur. Pour développer de nouveaux marchés, il faut créer de nouvelles formes ou de nouvelles couleurs. Le poivron jaune s'est déjà imposé sur les étalages. Son cousin, le poivron violet, figurera peut-être un jour dans nos assiettes. Pour l'aubergine blanche, en revanche, on a déjà testé et rien à faire, le client n'en veut pas. Normalement, les aubergines violettes que vous mangez ont une chair verte. Et il existe des variétés qui ont une chair blanche. Et les variétés à chair blanche sont de meilleure qualité gustative. Donc ce que nous avons voulu faire avec l'épiderme blanc, c'était faire l'association. Donc pour le consommateur, il était facile de voir épiderme blanc, chair blanche et meilleure qualité. Mais cette association n'a pas marché. Les consommateurs sont habitués à acheter des aubergines violettes. Ils n'ont pas acheté des aubergines blanches. L'avis du client, ça compte beaucoup, car l'INRA a beau être un centre de recherche public, financé par l'État, il vend les brevets de ses découvertes aux industriels. D'où l'exigence de rentabilité. Un fruit qui résiste aux pucerons ou aux maladies, c'est en fait un fruit plus rentable pour l'exploitant agricole. Ça a des enjeux économiques pour la diminution des coûts de production pour les agriculteurs. C'est quelque chose qui est important. Le poste phytosanitaire dans la production du melon est un des postes importants de dépenses. Le fruit préféré des Français, c'est la tomate. Du coup, elle est l'objet de toutes les attentions. Mademoiselle Filouze est la spécialiste tomate de l'INRA à Avignon. Une partie des tomates que nous mangeons est issue de ses travaux. Par exemple, pour rendre nos tomates plus résistantes aux basses températures, Mademoiselle Filouze travaille sur des croisements avec 7 tomates sauvages poilues qui poussent dans les montagnes du Pérou. Certaines plantes de cette espèce sont capables de pousser jusqu'à 3400 mètres d'altitude. Alors, je sais bien qu'on est au Pérou, mais 3400 mètres d'altitude, en hiver, la nuit, il fait quand même pas très chaud. Et c'est une excellente source de résistance au froid. Et ça, c'est utile pour nos tomates de résister au froid? Absolument. Vous savez qu'on a des serres, et moins on chauffe, mieux ça vaut. Pour le porte-monnaie. Là, si je prends un fruit de ce genre... Autre exemple, la tomate carrée qui encaisse les chocs sans sourciller. Que je regarde la section. La section, elle n'est pas ronde. Ça fait presque un carré. Et on a voulu lui donner cette forme-là? On a voulu lui donner cette forme-là parce que quand les fruits sont empilés, ils se touchent, si vous voulez, sur une surface plus importante que quand vous empilez des fruits ronds. Ça, c'est beaucoup plus fragile comme empilement. Donc le but, c'est que ça résiste mieux au choc? Le but, c'est de pouvoir faire des tomates d'industrie que l'on peut récolter mécaniquement sans dommage, etc. Quant à cette forme allongée, elle a un but bien précis. Qu'est-ce que vous avez dans les boîtes pour les tomates pelées? Et on les a allongées exprès pour qu'elles rentrent mieux dans la boîte de conserve. On peut dire ça comme ça, mais enfin, oui. Manipuler, croiser, sélectionner, les fruits et légumes finissent par atterrir sur nos marchés. Nous voici à Rungis, chez un grossiste. Plusieurs tonnes de melons, de fraises et de pommes de terre passent ici chaque matin avant d'être livrés dans les restaurants et les supermarchés. Le patron ici, c'est Thierry Brassard, et il nous confirme que la tomate que préfèrent les commerçants, ce n'est pas celle qui a le meilleur goût, c'est celle qui présente bien et se conserve longtemps. Dans cette catégorie, les Belges et les Hollandais sont très forts. Belgique-Hollande, c'est bien, ça travaille très bien, mais le climat n'est pas le même quand même. Donc là, c'est des serres. C'est des serres, c'est vraiment de la serre où c'est vraiment c'est une usine, ouais. C'est moins, il y a moins de soleil. C'est gustativement inférieur. Parce qu'on privilégiait le travail. C'est-à-dire l'apparence et puis la conservation. Et la conservation. La conservation, ça c'est pareil, on peut garder ça une semaine, il n'y a pas de problème. C'est du béton. C'est pour nous, c'est sans risque. Mais le consommateur est moins bête qu'il n'y paraît. Il s'est rendu compte que les tomates n'avaient plus de goût. D'où le succès actuel des tomates vendues en grappe, réputées plus savoureuses. Ça a percé depuis 2 ans, ça perce énormément. Et de plus en plus tous les ans. Et pourquoi? Demande du client, apparemment, le client, l'odeur de la branche. C'est vrai que ça ressemble plus la tomate. Et puis bon, ça fait un peu rappeler donc la tomate de jardin qu'on a tous mangé quand on était plus jeune chez grand-mère et ainsi de suite. Et puis donc ça prend bien. Ça plaît bien. Mais lorsque le consommateur l'achète, les poils qui sont sur la branche libèrent cette odeur typique de tomate. Donc là, il peut y avoir escroquerie dans certains cas. C'est pas parce que c'est en branche que c'est forcément meilleur? Non.
Ça peut être une tomate normale, mais ça vendue peut en être branche. une tomate normale, mais qui est vendue en branche et qui donc ne sera pas meilleure. J'ai vu des tomates il n'y a pas très longtemps en branche à Paris qui étaient vendues entre 25 et 30 francs le kilo. Il n'y a aucune raison pour surpayer des tomates à ce prix-là. Il faut comprendre un peu le paysan. Moi, je suis tout à fait d'accord et je conçois que si un a du mal à vendre une série de tomates et puis que la tomate branchée marche mieux en ce moment, il va la faire en branche. Bête à lui de ne pas essayer de faire de la branche. Et il a tout à fait raison. Et puis, bien, ça se vend, il faut faire. Hein. Pour survivre sur les étalages et continuer à séduire le consommateur, les légumes sont condamnés au progrès. Pendant longtemps, la salade ne l'a pas compris. Résultat, baisse des ventes, les Français ne voulant plus trier et laver la salade. C'est un maraîcher de la région lyonnaise qui a importé des États-Unis le concept de salade prête à l'emploi, vendue en sachet. Ça, ce sont des chicorées-scaroles, assez pleines du cœur. Quand le cœur est suffisamment plein, nous mettons ce qu'on appelle une cloche. C'est une cloche en PVC qui permet de finir la salade pour mieux la faire blanchir. Ça pourquoi? Parce que c'est une exigence, c'est un produit prêt à l'emploi et le consommateur veut tout consommer. On lui vend un produit tout à consommer. Il n'a pas de déchets. Et voilà comment une simple salade devient une salade industrielle. 50% de la matière première passe directement à la poubelle. Ces déchets seront recyclés dans l'alimentation pour le bétail. Le reste va subir quelques traitements avec un seul objectif, allonger la durée de vie. Nous recherchons des salades solides et des salades qui puissent supporter les différents petits stress de la ligne de fabrication, notamment au niveau des bassins de lavage et au niveau de l'essorage. Dans le premier bac de lavage, il y a un peu de chlore, et ceci pour la sécurité, la santé du consommateur. Ça sert à quoi le chlore? Ça sert à tuer les bactéries. Désinfectée, rincée, séchée, notre pauvre salade verte trouve enfin un repos bien mérité dans son sachet. Et là encore, pour qu'elle soit stockable plus d'une semaine, on peut y ajouter un petit ingrédient. Pour certaines salades, les salades dites tendres, nous faisons un balayage d'azote qui permet de réduire le taux d'oxygène dans les sachets et de faire en sorte que la salade se conserve en meilleures conditions. Vendue 14 francs en moyenne dans les grandes surfaces, la salade en sachet est 2 à 4 fois plus chère qu'une salade fraîche. Aujourd'hui, une salade sur 20 est industrielle, mais le marché est en pleine croissance. On est sur une base de 10 à 15% de progression chaque année et on pense que le marché devrait repartir beaucoup plus fort maintenant qu'il est structuré, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3 industriels sérieux et compétents qui dominent ce marché et ce sont les raisons du succès. D'ailleurs, le prêt à l'emploi envahit le rayon crudité. Choux rouges et carottes râpées se consomment de plus en plus en version industrielle. Des melons de l'INRA aux salades en sachet, on retrouve la même préoccupation, l'hygiène. La société Ionisos, installée à Sablé-sur-Sarthe près du Mans, détient la parade ultime contre les bactéries et les microbes, la ionisation. Derrière ces portes, un bunker de béton et d'acier et des murs de 2,50 m d'épaisseur, entourant un cœur de cobalt radioactif. Les radiations sont mortelles. En y exposant fruits et légumes, on détruit les micro-organismes. C'est ici que les produits sont exposés au rayonnement qui va obtenir les effets qu'on vous a expliqués. La source de rayonnement est donc pas très visible, elle est au fond de cette piscine, en position de repos pour qu'on puisse entrer dans cette pièce. Et pendant les traitements, elle est sortie à l'intérieur de cette cage, et donc elle va rayonner à l'intérieur des produits que vous apercevez ici. 70% de l'activité de l'entreprise consiste à ioniser du matériel médical pour la stérilisation. Mais la part de l'agroalimentaire augmente. Sans le savoir, nous avons tous déjà probablement mangé des aliments irradiés. Par exemple, des viandes de volaille séparées mécaniquement, qui sont destinées à être utilisées ensuite dans la fabrication de saucisses, doivent être absolument exemptes de salmonelle. Par exemple, des cuisses de grenouille ou des crevettes décortiquées qui sont importées de pays du sud-est asiatique. Autre candidat à l'irradiation, certaines farines, des laits en poudre et des substituts de repas. La réglementation permet également depuis peu d'irradier les fraises ou le camembert au lait cru. Industriels et scientifiques sont convaincus, pas les consommateurs. Comment voulez-vous que je vous rassure? En les touchant, vous voyez? Non, ils ne sont absolument pas radioactifs. Ils ne sont pas plus radioactifs que vous n'êtes éclairant après avoir été vous-même éclairé. Dès qu'on touche au nucléaire, de près ou de loin, on voit ressortir tout un tas de phobies qu'il est inutile que je développe. Et en fait, notre technique, si vous voulez, est victime de cela.
Bon, on est assez serein sur le long terme parce que c'est une technique qui est totalement bonne, qui est sans aucun danger, qui apporte une vraie sécurité. Et comme toujours, je pense que la vérité finira par triompher. La seule chose qu'on puisse pas dire, c'est quand. Il sera difficile de vaincre le frein psychologique. Les défenseurs de la ionisation rappellent que les boîtes de conserve ou les produits surgelés, à leur époque, avaient suscité la même méfiance. Mais les opposants au procédé demandent que les produits irradiés soient signalés par une étiquette spéciale, ce qui n'est pas toujours le cas. Là encore, les consommateurs veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Voilà, cette émission s'achève sur ce dernier reportage, ces perspectives des aliments de l'an 2000 et des légumes de l'an 2000. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Avant de nous quitter, je voudrais vous signaler un coup de cœur. C'est un livre absolument formidable, écrit par deux journalistes de Libération, Pascal Richer et Eric Eichmann. Ça s'appelle La guerre de 7 ans. Et c'est un livre qui raconte la bataille du franc de manière extrêmement croustillante, une bataille qui met aux prises deux politiques. C'est l'un des grands débats économiques et politiques du moment. Et ce livre, qui comporte des documents inédits et qui caricature de manière extrêmement pertinente un certain nombre de personnages très importants du pays qui définissent ces politiques, est à lire par tous ceux que cela intéresse. Nous nous retrouverons dans 15 jours pour une émission consacrée à l'argent de l'école, un dossier passionnant, plus de 300 milliards de francs investis dans l'école, primaire et secondaire, 12 700 000 élèves. Comment marche cette énorme machine qu'est l'éducation nationale? Ce sera le sujet de Capital dans 15 jours. La semaine prochaine, vous retrouverez Patrick de Carolis, Zone Interdite. Bonsoir. Tout de suite, Culture Pub.